Personne n'a misé un centime sur le vieux cheval du modeste dresseur. Mais quand l'animal a plongé son regard dans le sien et a fait ça, tout le monde est resté bouche bée. Amélie Dubois s'éveillait toujours, avant que le soleil ne caresse les champs de lavande de Saint-Rémy de Provence. Dans sa petite caravane aux bordures de la commune, elle ouvrait les yeux dans l'obscurité, étendait l'oreille vers le silence du monde endormi. 22 ans et déjà l'habitude des réveils solitaires, des journées passées à se faire invisibles, des regards qui glissaient sur elle comme sur une ombre. Ce matin-là ne faisait pas exception. Elle s'assit sur son étroite couchette, passa ses doigts sur la vieille guitare posée à côté d'elle, l'unique héritage de sa grand-mère Esmeralda, décédée durant l'hiver précédent. Les cordes vibrèrent doucement sous ses doigts, libérant quelques notes d'une mélodie romanie que sa grand-mère lui avait enseignée. « Les cordes parlent comme le vent dans les arbres », murmurait souvent Esmeralda. « Elles racontent nos histoires quand nos voix ne le peuvent pas. » Amélie caressa l'instrument une dernière fois avant de se lever. Pas le temps de jouer davantage. Monsieur Laurent attendait. La boulangerie ne se nettoierait pas toute seule. L'air frais du printemps mordit ses joues, tandis qu'elle marchait d'un pas rapide vers le village. Sa silhouette mince se fondait dans la brume matinale, ses longs cheveux noirs tressés simplement, sa jupe colorée dissimulée sous un manteau sombre. Une tentative quotidienne de se rendre moins visible, moins Romanie. La boulangerie de Monsieur Laurent était déjà chaude quand elle frappa discrètement à la porte arrière. Le boulanger, un homme robuste à la moustache généreuse, lui ouvrit avec un sourire fatigué. « Ah, la voilà, ma petite lève-tôt », dit-il en s'écartant pour la laisser entrer. Toujours ponctuelle. Amélie hocha la tête et se dirigea vers le placard où elle rangeait son balai et son seau. Ce travail ne payait presque rien, quelques pièces et un pain quotidien. Mais Laurent était l'un des rares villageois qui ne la regardait pas comme si elle allait voler l'argenterie dès qu'il aurait le dos tourné. Tandis qu'elle nettoyait méticuleusement le sol de la boulangerie, Laurent enfournait les premières fournées de pain. L'odeur de la levure et du blé envahit l'espace, familière et réconfortante. « Tu as entendu parler du cheval de Rousseau ?» demanda soudainement Laurent, tout en surveillant ses fours. Amélie s'immobilisa, le balai suspendu au-dessus du sol. Philippe Rousseau. Ce nom éveillait des souvenirs amers. Le riche homme d'affaires parisien qui avait acheté la moitié des terres autour de la commune. Le même qui l'avait accusé de vol lorsqu'elle travaillait dans ses écuries, pour une broche qu'il avait retrouvée plus tard dans sa propre poche. « Non », répondit-elle prudemment. « Quel cheval ?»« Le grand percheron noir, Tonnerre. Il paraît qu'il va être vendu pour l'abattoir. » Laurent secoua la tête avec regret. Une bête magnifique. C'était un champion. Tonnerre. Le nom évoquait vaguement quelque chose dans l'esprit d'Amélie. Un immense étalon noir qu'elle n'avait aperçu que de loin pendant les quelques semaines où elle avait travaillé aux écuries. Que lui est-il arrivé? Un accident dans les vignobles il y a 6 mois. Maintenant, il attaque quiconque s'approche. Une bête indomptable, à ce qu'on dit. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Les paroles de sa grand-mère résonnèrent dans sa mémoire. Il n'existe pas d'animaux méchants, seulement des êtres blessés ou incompris, comme nous, les Romani. Les mains d'Amélie se crispèrent sur le manche du balai. Une image se forma dans son esprit, celle d'un magnifique animal enfermé, condamné parce que personne ne comprenait sa souffrance. Le souvenir de sa dernière journée aux écuries de Rousseau surgit soudain avec une clarté douloureuse. L'humiliation publique lorsque Rousseau l'avait accusé, la fouillant devant tous les employés à la recherche d'une broche en or qui n'était pas là. « Les gitans sont tous des voleurs », avait-il déclaré. « C'est dans leur sang. » Et puis, la découverte embarrassante de la broche dans sa propre poche, sans aucune excuse pour Amélie, juste un renvoi rapide et l'ordre de ne jamais revenir. « À quelle heure aura lieu la vente ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « À la pleine lune prochaine, sur la place du village », répondit Laurent en lui jetant un regard curieux. « Pourquoi? Tu ne penses quand même pas… » Amélie secoua vivement la tête. « Non, bien sûr que non. Simple curiosité. » Mais quand son travail fut terminé et qu'elle quitta la boulangerie avec son pain quotidien, ses pas ne la menèrent pas vers sa caravane. Presque malgré elle, Amélie se dirigea vers les vastes propriétés de Rousseau, à la périphérie de Saint-Rémy. Les écuries étaient imposantes,
construite en pierre dorée de Provence, entourée de pâturages parfaitement entretenus. Amélie se glissa entre les arbres, évitant soigneusement d'être vue. Les souvenirs de son humiliation étaient encore trop vifs pour qu'elle risque une confrontation. De sa cachette entre les oliviers, elle pouvait observer l'activité autour des écuries. 2 palefreniers tentaient d'approcher la stalle la plus éloignée. Leurs mouvements étaient tendus, prudents. Soudain, un hennissement furieux déchira l'air, suivi du bruit de sabots frappant violemment contre les parois de bois. « Ce démon a presque tué Jean-Pierre la semaine dernière », commenta l'un des hommes en reculant précipitamment. « Il lui a manqué la tête d'1 centimètre. »« Dommage », répondit l'autre en secouant la tête. « C'était le meilleur cheval de trait de toute la Provence. »« Rousseau a déjà décidé », poursuivit le premier. « À l'abattoir après la vente. Personne n'en voudra de toute façon, sauf pour la viande. » Les hommes s'éloignèrent, laissant Amélie seule avec ses pensées troublées. Elle attendit quelques minutes pour s'assurer qu'il ne reviendrait même pas, puis s'approcha lentement de l'écurie. L'odeur caractéristique des chevaux l'accueillit. Foin, cuir, et cette chaleur animale particulière qui lui avait toujours semblé réconfortante. Elle avança silencieusement jusqu'à la dernière stalle. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Tonnerre était plus imposant qu'elle ne se souvenait. Un percheron d'un noir absolu, sa musculature puissante visible sous son pelage brillant malgré son confinement. Mais ce n'était pas sa taille impressionnante qui frappa Amélie, c'étaient ses yeux. Des yeux noirs qui reflétaient une rage pure, une fureur née de la douleur. Le cheval détecta immédiatement sa présence. Il se cabra violemment, les chaînes qui le retenaient cliquetant sinistrement tandis qu'il frappait les parois de sa stalle. Son hennissement ressemblait davantage à un cri de guerre qu'à un son animal. Amélie aurait dû reculer, fuir comme tout être censé l'aurait fait. Mais quelque chose la maintint immobile. L'odeur de peur et de colère émanait de l'animal comme un parfum amer. Mais sous cette odeur, Amélie perçut autre chose. Quelque chose qu'elle connaissait intimement. La solitude, l'incompréhension, la peur d'être jugée sans être compris. « Ov yilo » murmura-t-elle en romani, utilisant les mots que sa grand-mère employait pour calmer les animaux effrayés. Cœur vaillant. Le changement fut instantané et déconcertant. Tonnerre s'immobilisa brusquement, ses oreilles pointées vers l'avant, ses naseaux dilatés captant l'odeur d'Amélie. Ses yeux, auparavant voilés par la fureur, se fixèrent sur elle avec une intensité troublante. Un frisson parcourut Amélie, non pas de peur, mais de reconnaissance. Ses yeux reflétaient la même solitude, le même isolement qu'elle connaissait si bien. « Je sais aussi ce que c'est d'être jugée avant d'être compris », murmura-t-elle, maintenant sa voix basse et mélodieuse. À sa grande surprise, l'immense cheval s'approcha de la barrière, jusqu'à la limite que ses chaînes lui permettaient. Il n'y avait plus de fureur dans ses mouvements, seulement une vigilance prudente. Pendant un bref instant, l'humain et l'animal restèrent en silence, s'étudiant mutuellement. « Qu'est-ce que tu fais ici, gitane ?» La voix tranchante fit sursauter Amélie. Henri, le contremaître des écuries, s'approchait avec une expression hostile, un fouet à la main. « Je regardais simplement », répondit-elle en reculant. « Tu regardais quoi? Ce qu'il y avait à voler ?» railla l'homme. « Tu sais ce que M. Rousseau fait aux voleuses sur sa propriété ?»« Je ne suis pas une voleuse », protesta Amélie, redressant les épaules. « J'ai simplement entendu parler du cheval et... Et tu as pensé quoi? Que tu pourrais l'ensorceler avec ta magie gitane ?» Henri éclata de rire, bientôt rejoint par d'autres travailleurs qui s'approchaient. « Cet animal est déjà condamné. Même notre meilleur dresseur n'a pas réussi à le dompter après l'accident. » Amélie garda le silence, mais ses yeux se tournèrent vers Tonnerre qui, étonnamment, restait calme, observant la scène. « Va-t'en avant que j'appelle les gardes », ordonna Henri. Tandis qu'elle s'éloignait sous les rires et les commentaires désobligeants, Amélie jeta un dernier regard en arrière. Tonnerre l'observait avec une intensité qui semblait transpercer son âme. À cet instant, quelque chose de silencieux fut échangé entre eux, un pacte sans parole. Les nuits suivantes, Amélie revint. Cachée dans l'ombre des écuries, elle n'approchait que lorsque tout le monde dormait. Elle s'asseyait à quelques mètres de la stalle, sans essayer de s'approcher davantage, se contentant de jouer doucement sur la vieille guitare de sa grand-mère et de chanter d'anciennes chansons romanies à voix basse.
La troisième nuit, Tonnerre ne s'agitait plus en la voyant. Il restait au fond de sa stalle, mais ses oreilles bougeaient dans la direction de la musique. La cinquième nuit, il s'approcha suffisamment pour qu'Amélie puisse voir les cicatrices qui marquèrent son corps majestueux, preuve d'une souffrance qui allait au-delà de l'accident mentionné. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Raya ?» chuchota-t-elle, utilisant le mot Romani pour prince. Par un matin particulièrement froid, alors que la brume couvrait les champs de lavande comme un manteau fantomatique, Amélie arriva avec quelques pommes récoltées dans des vergers abandonnés. Au lieu de les lancer, elle en plaça une dans sa paume ouverte et attendit, sans attente. Tonnerre s'approcha lentement, ses naseaux dilatés captant l'arôme du fruit. Pour la première fois, l'immense cheval noir tendit le cou à travers les barreaux de la stalle et, avec une délicatesse surprenante pour un animal si grand, prit la pomme de la main d'Amélie sans la toucher. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de la jeune femme, tandis qu'elle observait l'animal mâcher calmement. Ce n'était pas simplement un cheval acceptant de la nourriture, c'était un être traumatisé offrant un premier et précieux moment de confiance. Les larmes d'Amélie coulaient encore sur ses joues, tandis que Tonnerre mâchait tranquillement la pomme. Dans ce geste simple, dans cette acceptation prudente, résidait un miracle que peu auraient compris. Ce n'était pas simplement un cheval affamé prenant de la nourriture, c'était une créature brisée par la cruauté humaine, offrant un premier fil ténu de confiance. Les jours suivants établirent une routine silencieuse entre Amélie et le grand percheron noir. Chaque matin, avant son service à la boulangerie, elle se glissait dans les écuries de Monsieur Rousseau, apportant de petites offrandes, pommes fraîches, carottes sauvages cueillies dans les champs abandonnés, ou simplement la musique douce de sa guitare. Contrairement au dresseur qui avait tenté de dominer Tonnerre avec fouets et morts sévères, Amélie n'imposait jamais sa présence. Elle s'asseyait patiemment, parfois dans un silence complet, se contentant d'exister dans le même espace que l'animal. Les jours où le cheval semblait plus agité, elle chantait d'anciennes ballades romanies qui parlèrent de liberté et de terres lointaines. Ma grand-mère disait que les chevaux et les gitans partagent la même âme, chuchotait-elle dans les premières lueurs du matin. Nés pour errer librement, mais souvent enchaînés par ceux qui craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Un matin, alors que la brume printanière enveloppait encore les écuries, Amélie observa les palefreniers tentant d'approcher Tonnerre. L'un d'eux tenait un fouet, l'autre un licol en cuir épais. Dès qu'ils s'approchèrent de la stalle, le percheron se cabra violemment, ses yeux roulants de terreur. « Impossible d'approcher ce démon », marmonna l'un des hommes après leur retraite précipitée. Cachée dans l'ombre, Amélie nota quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement la présence humaine qui effrayait Tonnerre, c'étaient des gestes spécifiques. Quand l'homme avait levé le bras tenant le fouet, la panique de l'animal avait atteint son paroxysme. Et lorsqu'ils avaient tenté d'approcher le licol de sa tête, ses oreilles s'étaient plaquées contre son crâne dans une terreur évidente. « Ce n'est pas seulement l'accident des vignobles », murmura-t-elle pour elle-même. Quelqu'un l'a délibérément maltraité. À la boulangerie, M. Laurent remarqua le changement chez Amélie. Malgré la fatigue évidente de ses nuits écourtées, une nouvelle lumière brillait dans ses yeux. « On dirait que tu as trouvé un but, petite », commenta le boulanger tandis que la jeune femme organisait les pains fraîchement sortis du four. « Peut-être », répondit Amélie avec un sourire discret. Laurent essuya ses mains farineuses sur son tablier et l'observa attentivement. Cela aurait-il un rapport avec le cheval de Rousseau? Les gens parlent, ils disent qu'une gitane visite les écuries pendant la nuit. Amélie se figea, craignant de perdre le seul emploi qu'elle avait réussi à conserver. « Je ne vole rien, je le jure. » Laurent éclata de rire et posa une main bienveillante sur son épaule. « Je n'ai jamais pensé cela. Mon grand-père était soigneur de chevaux en Camargue. Il disait que certaines personnes naissent avec un don pour parler la langue des animaux. » Ce même après-midi, Amélie trouva un petit paquet qui l'attendait, des herbes séchées qui, selon le billet de Laurent, apaisent les nerfs des hommes et des bêtes également. La nouvelle concernant la sorcière gitane, qui visitait l'indomptable percheron, se répandit rapidement dans la petite communauté. À l'irritation de M. Rousseau, certains habitants locaux commencèrent à apparaître aux écuries, espérant apercevoir cette mystérieuse connexion. « C'est absurde », vociféra l'homme d'affaires lors d'une dégustation de vin dans son manoir. « Cette vagabonde Romani s'introduit sur ma propriété,
Probablement pour voler, et vous en faites une sorte de sainte des animaux? On dit que le cheval la laisse le toucher, commenta Madame Fontaine, l'épouse du maire. Personne d'autre ne peut s'approcher sans risque de mort. Superstition paysanne. Rousseau vida sa coupe de champagne. Cet animal vaut son pesant d'or pour l'industrie de la viande, pas pour les fantasmes sentimentaux d'une vagabonde sans abri. D'ailleurs, je vais avancer la vente. Plus vite je me débarrasserai de cet animal problématique, mieux ce sera. La nouvelle de l'avancement de la vente parvint à Amélie comme un coup physique. Ce soir-là, elle courut vers les écuries, le cœur battant, sentant le temps s'échapper entre ses doigts. À sa surprise, elle trouva le vieux vétérinaire, M. Bertrand, observant Tonnerre à distance respectueuse. « Ah, c'est vous !» dit-il avec un sourire bienveillant. « L'enchanteresse de chevaux. »« Je n'enchante rien du tout », protesta Amélie, embarrassée. « Je comprends simplement ce que c'est d'être craint sans raison. » Le vétérinaire hocha pensivement la tête. « Cet animal a un passé tragique que peu connaissent. Je l'ai soigné après l'accident dans les vignobles, mais les pires cicatrices étaient déjà là avant. » Que s'est-il vraiment passé? Bertrand regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. Tonnerre appartenait à l'origine à un éleveur en Normandie. C'était un champion de traction, valorisé dans toute la France. Rousseau l'a acheté une fortune comme symbole de statut, mais il n'a jamais su le traiter correctement. Le vétérinaire fit une pause, ses yeux révélant une profonde tristesse. Le jour de l'accident dans les vignobles, Rousseau montait Tonnerre pour impressionner des investisseurs, malgré mes avertissements que le cheval n'était pas habitué au terrain accidenté entre les vignes. Quand une partie du chemin s'est effondrée sous ses sabots, Tonnerre a sauvé Rousseau, compléta Amélie, comprenant soudainement. Il s'est blessé en protégeant son maître. Exactement. Il a pivoté en l'air pour absorber l'impact de la chute, évitant que Rousseau ne soit écrasé. Les cicatrices sur son dos et ses flancs datent de ce moment. Mais après cela, au lieu de gratitude, Rousseau l'a puni pour la chute, chuchota Amélie, sentant la nausée monter. Cette nuit-là, quand elle se retrouva enfin seule avec Tonnerre, Amélie ne chanta pas. Elle s'assit silencieusement, laissant ses propres larmes couler, tandis qu'elle contemplait l'injustice du monde. À sa surprise, ce fut Tonnerre qui s'approcha, tendant son immense encolure à travers les barreaux de la stalle. Avec une délicatesse impressionnante pour un animal si puissant, le cheval toucha son museau au visage d'Amélie, aspirant ses larmes comme s'il comprenait sa douleur. Dans les semaines qui suivirent, la connexion entre eux s'approfondit. Amélie commença à apporter une brosse douce, permettant à Tonnerre de décider s'il voulait être touché. Progressivement, le cheval non seulement acceptait ses soins, mais semblait les désirer, hennissant doucement quand il l'entendait approcher. Un matin particulièrement significatif survint lorsqu'Amélie, fredonnant une ancienne berceuse romanie, vit Tonnerre se coucher paisiblement dans la paille de sa stalle, fermant les yeux dans un abandon complet. Pour un animal dont la survie avait dépendu d'une vigilance constante, ce geste de confiance absolue valait plus que n'importe quelle démonstration d'obéissance. Sans qu'Amélie le sache, cette scène fut témoin par le boulanger Laurent, par le maire et par plusieurs autres habitants qui avaient pris l'habitude de visiter les écuries aux premières heures du matin. La nouvelle se répandit dans la commune comme un feu dans un champ de lavande sèche. Le cheval indomptable avait trouvé la paix dans les bras d'une gitane. Quand Henri, le contremaître, tenta d'entrer dans la stalle pour préparer Tonnerre pour la vente qui approchait, le cheval se transforma à nouveau en la bête agressive que tous craignaient. Ce ne fut que lorsqu'Amélie apparut, appelée en urgence par l'un des plus jeunes palefreniers, que l'animal se calma. « C'est ridicule », déclara Henri, observant comment l'immense percheron permettait à Amélie de placer un simple licol de corde sur sa tête. « Qu'est-ce que tu lui as fait, gitane ? Une sorte de magie noire de tes ancêtres. »« Je lui ai simplement donné ce que nous désirons tous, » répondit simplement Amélie. « Du respect et de la patience. » Le soir tombait sur Saint-Rémy de Provence, teintant le ciel de nuances roses et dorées. Dans la stalle de Tonnerre, Amélie s'était assise sur un ballot de paille, sa guitare sur les genoux. Le grand cheval noir s'était couché près d'elle, sa tête massive reposant presque sur ses jambes. Ses yeux, autrefois emplis de terreur et de rage, étaient maintenant paisibles, suivant chaque mouvement des doigts d'Amélie sur les cordes. Demain, c'est le grand jour.
murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La vente, j'aimerais pouvoir faire plus. Raya. Tonnerre émit un souffle profond, comme s'il comprenait. L'odeur de foin frais et de cheval emplissait l'air, mêlée au parfum délicat de lavande qui imprégnait toujours les vêtements d'Amélie. La jeune femme se laissa aller à imaginer l'impossible. Un monde où elle pourrait sauver Tonnerre, où ils pourraient vivre ensemble, loin des préjugés et de la cruauté. Un rêve aussi fragile que les notes qui s'échappèrent de sa guitare. « Je reviendrai avant l'aube », promit-elle en se levant finalement. Une dernière fois, avant qu'il ne t'emmène. Tonnerre se releva également, son immense silhouette se découpant dans la pénombre de la stalle. Il suivit Amélie jusqu'à la barrière, tendant son museau pour effleurer doucement son épaule. Ce geste simple brisa quelque chose en Amélie. La réalité de ce qui attendait ce magnifique animal, l'abattoir, la mort, la frappa avec une force renouvelée. Elle enfouit son visage dans l'encolure puissante de Tonnerre, ses larmes mouillant son pelage soyeux. « Je trouverai un moyen », chuchota-t-elle férocement. « Je le promets. » Quand elle quitta finalement les écuries, la lune était haute dans le ciel, baignant les champs de lavande d'une lueur argentée. Amélie marcha lentement vers sa caravane, l'esprit tourbillonnant de plans impossibles et de prières désespérées. Cette nuit-là, elle dormit à peine, tournant et retournant dans son lit étroit. Aux premières lueurs de l'aube, elle était déjà debout, rassemblant quelques pommes et le licol de corde qu'elle avait fabriqué spécialement pour Tonnerre. Le chemin vers les écuries lui parut plus long que d'habitude, chaque pas la rapprochant d'un adieu qu'elle n'était pas prête à faire. Mais lorsqu'elle atteignit enfin la propriété de Rousseau, une surprise l'attendait. 2 gardes en uniforme se tenaient devant l'entrée des écuries, leurs visages impassibles dans la lumière grise de l'aube. « Halte !» ordonna l'un d'eux lorsqu'Amélie s'approcha. « Personne n'entre jusqu'à la vente. »« Mais je viens voir Tonnerre », protesta-t-elle, comme chaque matin. « Ordre de Monsieur Rousseau », informa le garde sans émotion. « Personne n'entre jusqu'à la vente, surtout pas les gitans. » Le refus des gardes frappa Amélie comme une gifle. Son cœur se serra à l'idée que Tonnerre attendait peut-être son arrivée, habitué maintenant à sa présence matinale. Comment pourrait-il comprendre son absence soudaine? Ne penserait-il pas qu'elle aussi l'avait abandonné? « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « juste quelques minutes. Le cheval me connaît, il m'attend. »« Les ordres sont clairs, » répéta le garde, impassible. « La vente commence à midi sur la place centrale. Si tu veux voir ce cheval, tu pourras l'observer avec tout le monde. » Amélie recula, serrant contre elle le licol de corde qu'elle avait confectionné et les pommes destinées à Tonnerre. Une angoisse sourde montait en elle tandis qu'elle s'éloignait des écuries. Le temps lui échappait inexorablement. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des collines de Provence, promettant une journée claire et chaude. Mais pour Amélie, le monde semblait s'être assombri. Sans savoir où aller, elle se dirigea vers la boulangerie de Laurent, le seul endroit où elle se sentait acceptée. Le boulanger l'accueillit avec surprise. « Petite, que fais-tu ici si tôt? Tu n'es pas avec ton cheval ?»« Ce n'est pas mon cheval, » murmura Amélie. « Et les gardes m'interdisent de le voir. » Laurent essuya ses mains farineuses sur son tablier. « La vente a été avancée, tout le village en parle. Rousseau veut en finir rapidement. »« Il va mourir, » dit Amélie, sa voix se brisant. Personne ne comprend ce qu'il a vécu, personne ne voit au-delà de sa peur. Le boulanger observa la jeune femme pendant un long moment. Puis, avec un soupir, il retira son tablier. « Attends-moi ici. Je reviens dans un instant. » Quand il réapparut quelques minutes plus tard, Laurent était accompagné de plusieurs autres villageois. Le vieux vétérinaire Bertrand, Madame Fontaine, l'épouse du maire, et 3 ou 4 autres personnes qu'Amélie reconnaissait vaguement. « Raconte-leur, » dit simplement Laurent. « Dis-leur ce que tu m'as raconté sur Tonnerre. » Les heures qui suivirent passèrent, comme dans un rêve. Assise dans l'arrière-boutique de la boulangerie, Amélie partagea tout ce qu'elle avait appris sur Tonnerre. Sa souffrance, son courage, sa capacité à faire confiance malgré les trahisons. Elle raconta comment le magnifique percheron avait sauvé la vie de Rousseau, pour être ensuite puni de sa loyauté. « Ce n'est pas un animal dangereux », conclut-elle avec passion. « C'est un être qui a été brisé par ceux qui auraient dû prendre soin de lui. » À midi, la place centrale de Saint-Rémy de Provence était plus animée qu'Amélie ne l'avait jamais vue.
La nouvelle de la vente d'un cheval de trait d'exception, même dangereux, avait attiré des acheteurs potentiels de toute la région. Des commerçants de viande s'étaient déplacés spécialement, attirés par la perspective d'acquérir un animal de cette taille à prix réduit. Au fond de la place, Amélie se tenait entre Laurent et M. Bertrand, serrant son vieux violon comme un talisman. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tous pouvaient l'entendre. « Mesdames et messieurs », annonça le commissaire-priseur avec une voix pompeuse. « Aujourd'hui, nous vous proposons un spécimen exceptionnel de la race percheronne. Bien qu'actuellement difficile à manier, sa stature et sa lignée en font un animal précieux pour diverses fins. » Un murmure parcourut la foule lorsque Tonnerre fut amené sur l'estrade par 4 hommes qui luttaient pour contrôler l'animal agité. Le magnifique cheval noir hennissait furieusement, ses yeux sauvages parcourant la foule comme s'il cherchait quelqu'un. « Nous commencerons avec une mise à prix de 500 francs, continua le commissaire-priseur. Le silence qui suivit fut absolu. Aucune main ne se leva. 500 francs pour le meilleur percheron de Provence, insista le commissaire-priseur confus. Même s'il est destiné à l'abattoir, il vaut le double. De nouveau, seul le silence lui répondit. Rousseau s'avança, le visage rouge d'indignation. « Qu'est-ce que cela signifie » exigea-t-il, fixant les commerçants de viande qui avaient été spécialement invités. « Pierre, tu es venu de Marseille spécialement pour cette vente ?» L'homme corpulent haussa les épaules. « Je n'achète pas d'animaux qui ont sauvé des vies, Rousseau. Mon père m'a appris que ça porte malheur. »« Superstition ridicule !» vociféra l'homme d'affaires. « 400 francs. Quelqu'un offre 400 francs ?» À nouveau, le silence. Sur l'estrade, Tonnerre continuait à s'agiter, ses hennissements angoissés résonnant sur la place. Ses yeux balayaient frénétiquement la foule. « C'est la gitane !» cria soudain quelqu'un. « Il cherche la gitane !» Toutes les têtes se tournèrent vers Amélie, qui restait immobile, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Tonnerre, le cheval se tut brusquement. « Sortez cette fille d'ici !» ordonna Rousseau, pointant Amélie du doigt. Elle perturbe la vente avec ses sortilèges. 2 gardes s'avancèrent à contre-cœur vers la jeune femme. Ce fut à ce moment que Tonnerre émit un hennissement assourdissant et, avec une force extraordinaire, rompit les cordes qui le retenaient. Les palefreniers tombèrent à la renverse, tandis que l'immense cheval noir sautait de l'estrade. Des cris de panique résonnèrent sur la place. Mais au lieu d'attaquer ou de fuir, Tonnerre avança avec détermination à travers la foule qui s'écartait sur son passage. Comme guidé par une carte invisible, l'animal se dirigea directement vers l'endroit où Amélie se tenait. À quelques mètres de la jeune femme, Tonnerre ralentit. Puis, à l'étonnement de tous les présents, le majestueux percheron plia ses pattes avant dans une révérence parfaite, comme les chevaux du légendaire Cadre Noir de Saumur, l'élite de l'équitation française. Un soupir collectif parcourut la foule, suivi d'applaudissements émus. Amélie s'approcha lentement, touchant le front du cheval avec délicatesse. Tonnerre se releva et reposa son immense museau sur l'épaule de la jeune femme, exhalant profondément comme s'il trouvait enfin un refuge. « C'est un tour !» cria Rousseau, avançant furieusement. « Cette gitane a ensorcelé mon cheval. Garde, arrêtez-la pour intrusion et... »« Ça suffit, Philippe !» La voix autoritaire trancha l'air comme une lame. Monsieur Bertrand, le vieux vétérinaire, s'avança dans la foule. À ses côtés marchait le sous-préfet régional, qui visitait rarement la petite commune. « Je crois qu'il est temps que la vérité éclate au grand jour », continua Bertrand, sa voix portant le poids de l'âge et de la sagesse. « Ce cheval, il désigna Tonnerre, qui restait paisiblement aux côtés d'Amélie, vous a sauvé la vie dans les vignobles de Bordeaux il y a 6 mois. » Rousseau pâlit. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vieillard. »« Je sais exactement de quoi je parle. J'étais là, soignant ses blessures pendant que vous discutiez avec vos avocats pour éviter que l'histoire ne s'ébruite dans la presse. Tonnerre s'est cassé 3 côtes et a déchiré des muscles en vous protégeant dans la chute. Et en remerciement, vous l'avez battu pour vous avoir humilié devant vos investisseurs. » Un murmure indigné parcourut la foule. Le sous-préfet se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Rousseau, » intervint-il, « en tant que représentant de la loi dans cette région, je dois vous informer que nous avons reçu plusieurs plaintes concernant des mauvais traitements envers les animaux sur votre propriété. Considérant la gravité des accusations et le témoignage du respecté docteur Bertrand, j'autorise une enquête immédiate. »
C'est absurde, protesta Rousseau. Je suis l'un des plus grands investisseurs de cette région misérable. Sans moi, vous ne seriez que des paysans vendant de la lavande dans des foires médiévales. Son explosion ne fit qu'intensifier le mépris dans les yeux des habitants. Le maire de Saint-Rémy s'avança, se positionnant aux côtés d'Amélie. « En tant que communauté, annonça-t-il d'une voix ferme, nous proposons d'acheter Tonnerre collectivement. »« Jamais !» hurla Rousseau. « Je préfère le voir mort que dans les mains de cette gitane. »« Dans ce cas, intervint le sous-préfet, je serai contraint de confisquer l'animal comme preuve de mauvais traitement pendant que l'enquête se poursuit. Durant cette période, nous aurons besoin de quelqu'un de qualifié pour s'en occuper, quelqu'un en qui l'animal a confiance. » Tous les regards se tournèrent vers Amélie, qui restait silencieuse, une main reposant doucement sur l'encolure de Tonnerre. « C'est un complot !» Rousseau avança d'un air menaçant, mais s'arrêta net quand Tonnerre releva la tête, les yeux fixés sur l'homme d'affaires. Le cheval ne fit aucun mouvement agressif, mais sa posture protectrice devant Amélie était sans équivoque. À cet instant, quelque chose dans l'expression de Rousseau changea. Pour la première fois, une lueur de honte sembla traverser ses yeux. « Très bien, » dit-il finalement, d'une voix plus basse. « Gardez l'animal. J'ai des affaires plus importantes à gérer que de me préoccuper d'un cheval et d'une gitane. » Se détournant brusquement, Rousseau s'éloigna, suivi uniquement par ses gardes du corps personnel. Le silence qui suivit fut rompu par Laurent, qui éleva la voix. « Je propose que Tonnerre soit déclaré patrimoine vivant de Saint-Rémy de Provence, sous les soins d'Amélie Dubois. » La place explosa en applaudissements et acclamations. Le maire leva les mains, demandant le silence. De plus, considérant le don extraordinaire de mademoiselle Dubois, je propose que l'ancienne maison du garde forestier, abandonnée depuis des années aux limites de la commune, soit restaurée pour servir de foyer et de centre de récupération pour chevaux traumatisés. Pour Amélie, les mots avaient à peine du sens. Toute sa vie avait été une lutte constante contre le rejet et les préjugés. Maintenant, soudainement, ces mêmes personnes qui l'avaient maintenue à l'écart l'applaudissaient et lui offraient un foyer. Pourquoi réussit-elle finalement à demander au maire. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? L'homme sourit gentiment. Ce n'est pas pour vous, ma chère. C'est pour ce que vous nous avez enseigné, que parfois ceux que nous écartons le plus facilement sont exactement ceux qui ont le plus à nous offrir. Tandis que la foule se dispersait lentement, Amélie resta immobile, sa main caressant l'encolure puissante de Tonnerre. Le cheval, autrefois condamné, reposait paisiblement sa tête contre elle, comme s'il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. « Je crois que nous avons tous les deux trouvé notre place », murmura-t-elle à son oreille. Au loin, les cloches de l'église sonnaient 3 heures. Le soleil de Provence baignait la place d'une lumière dorée, transformant même les pavés usés en joyaux scintillants. Pour la première fois depuis la mort de sa grand-mère, Amélie sentit un poids se lever de ses épaules. « Qu'allons-nous faire maintenant, Raya ?» chuchota-t-elle à Tonnerre. Pour toute réponse, le grand cheval noir frotta doucement son museau contre sa joue, un geste si tendre qu'il fit monter de nouvelles larmes aux yeux d'Amélie, mais cette fois, des larmes de joie. Proposons que l'ancienne maison du garde forestier soit restaurée pour servir de foyer et de centre de récupération pour chevaux traumatisés, annonça le maire entre les applaudissements, tandis qu'Amélie, étourdie par le soudain changement dans sa vie, murmurait à Tonnerre. « Qu'avons-nous commencé, Raya ?» La main d'Amélie tremblait encore légèrement, tandis qu'elle caressait l'encolure de Tonnerre. Les mots du maire résonnaient dans son esprit. Une maison, un centre pour chevaux traumatisés, une place dans la communauté. C'était trop beau pour être vrai, comme un de ces contes que sa grand-mère lui racontait, où les gitans trouvaient finalement leur place parmi les gadgets. « Venez », dit Laurent en posant doucement sa main sur l'épaule d'Amélie. « Allons voir cette maison avant que la nuit ne tombe. » Le soleil commençait déjà sa descente vers les collines quand une petite procession quitta la place du village. Amélie marchait aux côtés de Tonnerre, sa main jamais loin de son contact rassurant. Derrière eux suivaient le maire, Laurent, Monsieur Bertrand et quelques villageois curieux. L'ancienne maison du garde forestier se trouvait à la lisière de Saint-Rémy, là où les dernières habitations cédèrent la place aux champs de lavande et aux oliveraies. Lorsqu'ils l'aperçurent enfin, Amélie sentit son cœur se serrer. Le bâtiment de pierre, autrefois sans doute charmant,
semblait maintenant abandonné à la nature. Des tuiles manquaient au toit, les fenêtres étaient brisées, et des vignes sauvages avaient pris possession des murs. « Ce n'est pas grand-chose pour l'instant », admit le maire en voyant son expression, « mais avec un peu de travail. »« C'est plus que je n'ai jamais possédé », murmura Amélie, émue. Tandis qu'elle s'approchait de la bâtisse, des souvenirs de son enfance avec Esmeralda affluèrent. La petite caravane qu'elle partageait, toujours à la périphérie des villages, jamais vraiment acceptée, mais riche de traditions et de savoirs anciens. Les soirées passées à apprendre les secrets des plantes médicinales, à écouter les histoires des ancêtres romani qui voyageaient librement sous les étoiles. « Ma grand-mère disait que notre peuple porte la route dans le sang », dit-elle doucement à Tonnerre qui explorait prudemment le terrain autour de la maison. Peut-être est-il temps de trouver où s'arrêter. Cette nuit-là, Amélie ne retourna pas à sa caravane. Malgré les fenêtres cassées et l'absence de confort, elle choisit de dormir dans l'écurie attenante à la maison. Une simple structure de pierre avec un toit partiellement effondré, mais suffisante pour abriter Tonnerre des éléments. Allongée sur un lit de foin frais apporté par des villageois bienveillants, elle contemplait les étoiles à travers les trous du toit, Tonnerre paisiblement couché à quelques pas d'elle. « Et si tout disparaissait demain matin ?» chuchota-t-elle dans l'obscurité. La peur de voir ce bonheur soudain s'évaporer comme la rosée au soleil l'empêchait de fermer l'œil. L'aube la trouva finalement endormie, sa main reposant sur l'encolure de Tonnerre qui montait la garde, ses oreilles constamment en mouvement, attentif au moindre bruit. Le bruit de voix et d'outils la réveilla quelques heures plus tard. Désorientée, Amélie se redressa brusquement, alarmant momentanément Tonnerre qui se releva d'un bond. La lumière du matin inondait l'écurie à travers ses ouvertures, et avec elle venaient des sons inexplicables, marteaux, scies, voix appelant des instructions. Prudemment, elle sortit de l'écurie, Tonnerre sur ses talons. Le spectacle qui l'accueillit la figea sur place. Une vingtaine de villageois s'affairaient autour de la maison. Certains réparèrent le toit, d'autres remplaçaient les fenêtres brisées. Un groupe d'hommes débroussaillait le terrain alentour, tandis que des femmes nettoyaient l'intérieur de la maison. « Ah, te voilà enfin réveillé !» Laurent s'approcha, portant un panier rempli de pain frais et de fromage. « Nous avons commencé tôt. Il y a beaucoup à faire. »« Mais pourquoi ?» balbutia Amélie, incrédule. « Parce que c'est ce que font les communautés, » répondit simplement le boulanger. « Nous prenons soin les uns des autres. » Parmi les travailleurs, Amélie reconnut avec surprise Henri, l'ancien contremaître hostile des écuries de Rousseau. L'homme s'approcha maladroitement, une boîte à outils à la main. « J'ai pensé, l'écurie a besoin de réparation, » dit-il en évitant son regard. « Les chevaux devraient avoir un abri solide. » Ce geste inattendu de la part d'un homme qui l'avait autrefois méprisé toucha Amélie plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Elle hocha simplement la tête, acceptant cette offre de paix tacite. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Chaque matin, de nouveaux visages apparaissaient, apportant leur aide et leurs compétences. Un charpentier offrit de construire des boxes supplémentaires. Un jardinier proposa de planter un verger de pommiers. « Pour vos protégés », expliqua-t-il avec un clin d'œil. Amélie partageait son temps entre aider aux travaux et s'occuper de Tonnerre. Le grand percheron observait les allées et venues avec une prudence vigilante, mais s'adaptait progressivement à son nouvel environnement. Lorsque des bruits soudains le faisaient sursauter, Amélie était toujours là, sa présence calme et sa voix douce apaisant ses craintes. « Il apprend à faire confiance à nouveau », expliqua-t-elle à M. Bertrand qui venait régulièrement vérifier l'état de l'animal. « Mais certaines blessures prennent plus de temps à guérir que d'autres. » Le vétérinaire hocha la tête. « Comme pour nous tous, » dit-il en observant comment Tonnerre suivait chaque mouvement d'Amélie du regard, comme si elle était son ancre dans un monde incertain. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait les collines provençales, un violent orage éclata sans prévenir. Le tonnerre grondait au-dessus de Saint-Rémy, des éclairs déchirant le ciel obscurci. Dans l'écurie nouvellement réparée, Tonnerre se mit à paniquer. Le grand cheval noir tremblait violemment, ses yeux révulsés de terreur, ses sabots frappant le sol dans une agitation frénétique. Quand Amélie tenta de s'approcher, il recula violemment,
heurtant la paroi de sa stalle avec une force qui fit trembler toute la structure. « C'est une régression », murmura Amélie, comprenant que le bruit du tonnerre avait réveillé des souvenirs traumatiques chez l'animal. Au lieu d'insister, elle s'assit simplement à l'entrée de la stalle, sortit sa guitare et commença à jouer doucement. Les premières notes se perdaient dans le fracas de l'orage, mais progressivement, alors que la tempête s'éloignait, la musique emplit l'espace. Pendant 3 heures, Amélie joua sans interruption, même lorsque ses doigts commencèrent à saigner légèrement sur les cordes. Sa voix se mêlait aux notes, chantant d'anciennes ballades romanies qui parlaient de liberté et de survie face à l'adversité. Petit à petit, Tonnerre se calma. Ses tremblements cessèrent d'abord, puis sa respiration ralentit. Finalement, dans un geste d'une confiance bouleversante, il s'approcha d'Amélie et s'allongea près d'elle, son immense tête reposant presque sur ses genoux. À l'aube, Laurent les trouva ainsi endormis, la jeune femme et le puissant cheval noir, unis dans un tableau de confiance absolue que le boulanger n'aurait jamais cru possible quelques semaines auparavant. 2 semaines après son installation, alors qu'Amélie arrangeait des fleurs sauvages dans un vase ébréché, un cadeau d'une vieille dame du village, elle entendit des voix inhabituelles à l'extérieur. En sortant, elle découvrit une famille qu'elle ne connaissait pas, un couple d'âge moyen et leur petite fille d'environ 8 ans. « Excusez-nous », dit la femme timidement. « Nous venons de Mossane. Nous avons entendu parler de l'enchanteresse de chevaux et… Émilie voulait tellement la rencontrer. » Amélie rougit à ce surnom. « Je ne suis pas une enchanteresse », protesta-t-elle doucement. « J'essaie simplement de comprendre ce que les animaux ne peuvent pas dire avec des mots. » La petite fille, Émilie, la regardait avec des yeux émerveillés. « Est-ce que je peux voir le grand cheval noir, celui qui a fait la révérence sur la place ?» Amélie hésita. Tonnerre avait fait d'immenses progrès, mais il restait imprévisible avec les étrangers, surtout les enfants dont les mouvements brusques pouvaient l'effrayer. « Laisse-moi d'abord lui parler de toi », proposa-t-elle finalement. Sous les yeux attentifs de la famille, Amélie s'approcha de Tonnerre qui paissait dans le petit enclos. Elle lui parla doucement, caressant son encolure, lui expliquant la présence des visiteurs. Le cheval dressa les oreilles, observant la petite famille avec une curiosité prudente. « Maintenant, approche très lentement, » dit Amélie à Émilie. « Garde tes mains visibles et ne fais pas de mouvements brusques. » Le cœur battant, Amélie observa la petite fille s'avancer pas à pas. Tonnerre resta immobile, ses naseaux dilatés captant l'odeur de l'enfant. Quand Émilie fut à quelques mètres, Amélie fit signe aux parents de rester en arrière et prit la main de la fillette dans la sienne. « Regarde, » dit-elle doucement en guidant la main d'Émilie vers le museau de Tonnerre. « Il veut te sentir. » Le grand cheval noir tendit prudemment son museau, reniflant les petits doigts tendus vers lui. Puis, dans un geste qui fit hoqueter les parents, il abaissa légèrement sa tête, permettant à la petite fille de toucher son front. « Il est doux », murmura Émilie, émerveillée. Ce jour-là marqua un tournant. Le bouche à oreille fit rapidement son œuvre. Et bientôt, le centre de récupération d'Amélie devint un lieu de visite pour les habitants des communes environnantes. Les enfants venaient avec leurs parents pour voir le fameux Tonnerre, et Amélie saisissait chaque occasion pour éduquer ses visiteurs sur le respect dû aux animaux et la compréhension de leur langage silencieux. Un matin particulièrement significatif arriva lorsqu'un homme robuste à l'accent du Sud se présenta à sa porte. « Pierre Camargue », se présenta-t-il. « Éleveur de chevaux en Camargue. J'ai une jument. Personne ne peut l'approcher. Elle a blessé 3 palefreniers le mois dernier. »« Je ne suis pas dresseuse », prévint Amélie. « Je ne cherche pas un dresseur », répliqua Pierre. « J'ai entendu dire que vous comprenez ce que les autres ne voient pas. » La jument sauvage arriva le lendemain, transportée dans une remorque sécurisée. C'était une magnifique créature blanche aux yeux farouches, qui frappait les parois métalliques avec une fureur désespérée. Sous le regard sceptique de Pierre, Amélie ne tenta pas d'approcher l'animal agité. Elle fit simplement installer la jument dans un enclos spacieux, puis s'assit à l'extérieur avec sa guitare. « C'est tout ?» demanda Pierre, incrédule. « Vous allez juste vous asseoir là ?»« Pour aujourd'hui, oui, » répondit calmement Amélie. « Elle a besoin de comprendre que je respecte son espace
et sa peur. Durant 3 jours, Amélie répéta ce rituel. Elle s'asseyait simplement près de l'enclos, parfois jouant doucement de la guitare, parfois lisant à voix haute, parfois gardant un silence complet. La jument blanche l'observait constamment, d'abord avec méfiance, puis avec une curiosité grandissante. Le 4e jour, alors qu'Amélie épluchait une pomme pour son propre déjeuner, elle remarqua que la jument s'était approchée silencieusement de la clôture, observant intensément le fruit. Sans regarder directement l'animal, Amélie plaça un morceau de pomme sur le sol, juste de l'autre côté de la barrière, puis recula de plusieurs pas. Après une longue hésitation, la jument s'approcha et prit délicatement le morceau. Pierre, qui observait la scène de loin, secoua la tête avec émerveillement. « Comment savez-vous ce qu'il faut faire ?» demanda-t-il plus tard, alors qu'ils partageaient un café à la table rustique devant la maison. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Amélie. « J'essaie simplement d'écouter ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots. » Elle ne remarqua pas la silhouette de Philippe Rousseau qui observait la scène de loin, son visage trahissant un mélange complexe d'émotions contradictoires. La nouvelle concernant la jeune Romanie capable d'apaiser les chevaux les plus dangereux se répandit au-delà des limites de Saint-Rémy comme une brise portant le parfum de lavande. Chaque jour, de nouvelles personnes franchissaient le petit chemin de terre menant à l'ancienne maison du garde forestier, certaines par curiosité, d'autres portant l'espoir que leurs propres animaux puissent être guéris. Un matin d'été particulièrement chaud, Amélie soignait la patte d'un vieux cheval de labour amené par un fermier des environs de Tarascon. L'animal, autrefois robuste, avait cessé de s'alimenter après la mort de son compagnon d'écurie. Il se tenait maintenant dans l'enclos principal, acceptant avec résignation les soins d'Amélie, tandis que Tonnerre observait la scène depuis l'ombre d'un chêne. « C'est remarquable », murmura M. Bertrand qui assistait à la séance. « Avez-vous remarqué comment Tonnerre semble superviser votre travail avec les autres chevaux ?» Amélie sourit, jetant un regard vers le grand percheron noir. Il n'est plus seulement un patient, il est devenu un allié. En effet, Tonnerre avait progressivement assumé un rôle inattendu dans le petit sanctuaire. Sa présence calme semblait rassurer les nouveaux arrivants, comme s'il leur communiquait silencieusement « J'étais comme vous, brisé, abandonné. Regardez-moi maintenant. » Ce phénomène fascinait particulièrement M. Bertrand, qui prenait désormais des notes détaillées sur les interactions entre les animaux. « Vous savez, Amélie, ce que vous faites ici mérite d'être documenté. Vos méthodes pourraient révolutionner notre approche des chevaux traumatisés. » Amélie secoua la tête, embarrassée par cette suggestion. « Je n'ai pas de méthode, Monsieur Bertrand. Je fais simplement ce qui me semble juste à chaque moment. » « C'est précisément ce qui est remarquable, » insista le vétérinaire. « Votre intuition, combinée à votre patience infinie. Si nous pouvions comprendre et transmettre cette approche… » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une voiture officielle. Un homme en uniforme en descendit, accompagné par 2 autres personnes en civil. « C'est l'officier Moreau », chuchota Bertrand, « de la police régionale. Il dirige l'enquête sur les propriétés de Rousseau. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Depuis le jour de la vente, elle n'avait plus revu Philippe Rousseau, et les rumeurs concernant l'enquête sur ses écuries avaient circulé dans toute la région. L'officier s'approcha, son expression sérieuse mais non hostile. « Mademoiselle Dubois, pourriez-nous accorder quelques minutes ?» Dans la petite cuisine de la maison, autour de la table en bois rustique, l'officier expliqua l'avancement de l'enquête. Les témoignages d'anciens employés avaient révélé un schéma troublant de mauvais traitements systématiques envers les animaux dans les propriétés de Rousseau. « Les preuves sont accablantes », conclut Moreau. Plusieurs témoins affirment avoir vu M. Rousseau battre personnellement Tonnerre après l'accident des vignobles. Certains parlent même d'épisodes antérieurs, où des chevaux étaient privés d'eau ou de nourriture comme punition pour des performances insuffisantes. Amélie frissonna, imaginant ce que Tonnerre et les autres chevaux avaient dû endurer. Que va-t-il se passer maintenant? Des sanctions juridiques, certainement. Mais nous sommes ici pour autre chose, répondit l'officier. Rousseau possède encore 8 chevaux dans ses écuries. Considérant les circonstances, ils seront confisqués. Nous cherchons un endroit approprié pour les placer pendant la procédure. Avant qu'Amélie puisse répondre, un bruit de roue sur le gravier annonça l'arrivée d'une autre voiture. Par la fenêtre,
Elle reconnut la silhouette élégante de Philippe Rousseau lui-même, descendant d'une berline luxueuse. L'atmosphère dans la petite maison se tendit immédiatement. L'officier Moreau se leva, visiblement surpris par cette apparition inattendue. « Je ne savais pas qu'il viendrait personnellement », murmura-t-il. Amélie sortit dans la cour, son cœur battant douloureusement contre ses côtes. Rousseau se tenait là, impeccablement vêtu comme toujours, mais quelque chose avait changé dans sa posture. L'arrogance habituelle semblait avoir cédé la place à une tension palpable. « Mademoiselle Dubois », la salua-t-il formellement. « Pourrions-nous parler ?» Avec précaution, Amélie l'invita à s'asseoir sur le petit banc sous le pommier récemment planté. À distance, elle pouvait voir Tonnerre qui s'était approché de la clôture, observant intensément la scène. « Les enquêtes sur mes propriétés sont terminées », déclara Rousseau, regardant ses propres mains. Les accusations étaient substantielles. Amélie resta silencieuse, attendant. Dans le cadre de l'accord avec les autorités, je dois me défaire de tous mes chevaux restants. Rousseau fit une pause, visiblement en lutte avec son orgueil. J'aimerais savoir si vous accepteriez de les accueillir. Ils seront confisqués de toute façon, mais je préférerais savoir qu'ils sont bien traités. Cette demande prit Amélie complètement au dépourvu. Ses yeux se dirigèrent automatiquement vers les petites écuries qui pouvaient à peine accueillir les 4 animaux déjà sous sa garde. Comme s'il lisait dans ses pensées, Rousseau poursuivit. « Évidemment, je fournirai les ressources nécessaires pour l'expansion adéquate des installations, et un fonds mensuel pour l'alimentation et les soins vétérinaires. »« Pourquoi ?» demanda Amélie, trouvant enfin sa voix. Après tout ce qui s'est passé, Rousseau regarda au-delà d'elle, vers Tonnerre qui paissait tranquillement. Pour la première fois, Amélie vit autre chose que de l'arrogance dans les yeux de l'homme d'affaires. Peut-être du remords, peut-être simplement de la fatigue. « Mon grand-père était cocher à Paris », révéla-t-il soudainement. Il travaillait 16 heures par jour, conduisant une voiture de location. Ses mains étaient toujours calleuses, à force de tenir les rênes, et il sentait le cheval et le cuir. J'ai juré que je ne vivrais jamais ainsi. Rousseau fit une pause, perdu dans ses souvenirs. Pourtant, il aimait ses animaux plus que tout. Chaque centime supplémentaire était dépensé en sucre et en pommes pour eux. Quand il est mort, j'ai pleuré non seulement pour lui, mais parce que je savais que ses chevaux le regretteraient. Il regarda directement Amélie. Je crois que je l'ai déçu plus que je ne l'imaginais possible. Cette confession inattendue toucha quelque chose de profond en Amélie. Pour la première fois, elle vit au-delà de l'homme d'affaires arrogant. Elle aperçut le petit garçon qui avait renié ses origines pour échapper à la pauvreté. « J'accepterai vos chevaux », répondit-elle finalement, « mais pas votre argent. La commune aidera à agrandir les écuries. Si vous voulez contribuer, faites des dons anonymes au fonds communautaire. » Rousseau parut momentanément surpris, puis acquiesça lentement. Quand il se leva pour partir, il s'arrêta un instant. « Vous savez, ma grand-mère était aussi Romani, » dit-il presque dans un murmure. « Je ne l'ai jamais dit à personne. » Avant qu'Amélie puisse répondre, il était déjà parti. Les semaines suivantes transformèrent l'ancienne maison du garde forestier en un véritable centre de récupération équine. Sous la direction de Laurent et du maire, de nouvelles écuries furent construites, des enclos agrandis et une petite clinique vétérinaire improvisée fut établie sous la supervision de M. Bertrand. Les 8 chevaux de la propriété de Rousseau arrivèrent dans des conditions variables. Certains dénutris, d'autres portant des marques d'éperons excessifs ou de mort sévère. Pour chacun, Amélie développa une approche spécifique, toujours avec Tonnerre comme présence constante et rassurante. « C'est extraordinaire », commenta Bertrand en observant Amélie travailler avec un cheval particulièrement traumatisé. « Tonnerre semble comprendre ce dont vous avez besoin. »« Il comprend ce dont les autres chevaux ont besoin », corrigea Amélie. « Il sait ce que c'est d'être blessé et de retrouver le chemin de la confiance. » Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines de Provence, une voiture inconnue s'arrêta devant le centre. Un homme d'âge moyen, portant des lunettes et tenant une serviette en cuir, en descendit. « Claude Moreau », se présenta-t-il. « Journaliste à la Provence, l'édition de Marseille. J'ai entendu des histoires fascinantes sur une jeune femme Romani qui guérit les chevaux avec de la musique. »
Amélie se raidit immédiatement. Toute sa vie, elle avait appris à se méfier de l'attention des étrangers, particulièrement ceux qui semblaient intéressés par les mystères gitans. « Je ne fais rien d'extraordinaire », répondit-elle prudemment. « Et je n'utilise pas de magie. » Le journaliste sourit avec bienveillance. « Je ne suis pas là pour sensationnaliser, mademoiselle Dubois. Je voudrais raconter l'histoire véritable de ce que vous accomplissez ici. Ces méthodes alternatives de connexion avec des animaux traumatisés, c'est exactement le genre d'histoire positive dont notre région a besoin. » Amélie hésita, incertaine. Laurent, qui était présent ce soir-là pour aider avec les nouvelles installations, intervint doucement. « Pense-y, petite. Ton histoire pourrait inspirer d'autres et changer les perceptions sur les Romani. N'est-ce pas ce que ta grand-mère aurait voulu ?» Après une longue réflexion, Amélie accepta finalement l'interview, mais avec une condition. « Je veux parler des animaux et de leurs sentiments, pas de moi. » Les jours suivants, le journaliste observa silencieusement le travail d'Amélie. Il la vit passer des heures, simplement assise près d'un cheval nerveux, sans tenter de le toucher. Il l'entendit chanter doucement pour un poulain effrayé par l'orage. Il fut témoin de la transformation miraculeuse de la jument sauvage de Camargue, maintenant suffisamment confiante pour manger dans la main d'Amélie. « Comment décririez-vous votre approche ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils partageaient un simple repas dans la cuisine rustique. Amélie réfléchit longuement avant de répondre. « Je crois que nous échouons souvent avec les animaux parce que nous imposons nos attentes, nos délais, notre volonté. J'essaie de faire l'inverse. J'entre dans leur temps, leur espace, leur monde. Et la musique parle quand les mots échouent, » répondit-elle simplement. « C'est un langage que ma grand-mère m'a enseigné. Il traverse les barrières que nous construisons, même celles entre espèces. » Lorsque l'article fut finalement publié en première page du supplément dominical de la Provence, Amélie fut submergée par l'émotion. Le journaliste avait décrit avec sensibilité et respect son travail, sans exotisme ni sensationnalisme. L'enchanteresse de Provence. Comment une jeune Romani révolutionne la récupération des chevaux traumatisés. Les jours suivants apportèrent un flot inattendu de lettres et même de petits dons. Des lecteurs touchés par l'histoire d'Amélie et de Tonnerre écrivaient pour exprimer leur admiration et leur soutien. « Je n'ai jamais rien vu de pareil », murmura Amélie à Laurent en contemplant la pile de correspondances. « Toute ma vie, j'ai été invisible ou méprisée. Et maintenant, ils voient enfin ce que tu as toujours été », compléta le boulanger avec un sourire affectueux. Parmi le courrier de ce jour-là, une enveloppe élégante attira l'attention d'Amélie. Le papier était épais, coûteux, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple carte portant une écriture délicate. « Ma fille, j'ai reconnu tes yeux dans le journal. Après tant d'années, peut-être est-il temps ?» Amélie laissa tomber la carte comme si elle l'avait brûlée, son cœur battant à tout rompre. Des fragments de souvenirs, presque effacés par le temps, ressurgirent soudain. Une femme au visage flou, au parfum de jasmin, qui disparaissait dans la brume du matin. Sa mère, partie quand elle avait 3 ans, ne laissant derrière elle qu'un vide que même l'amour d'Esmeralda n'avait jamais complètement comblé. « Comment sais-tu ce qu'il faut faire ?» demanda le petit Marc, fils du boucher, observant Amélie travailler avec un poulain effrayé, à quoi elle répondit honnêtement « Je ne sais pas, j'essaie simplement d'écouter ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots. » Sans remarquer que Philippe Rousseau observait la scène de loin, son visage trahissant un mélange complexe d'émotions contradictoires. Tandis que Philippe Rousseau s'éloignait, le regard d'Amélie resta fixé sur sa silhouette qui diminuait progressivement. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans son esprit. Ma grand-mère était aussi Romani. Cette révélation inattendue jetait une lumière nouvelle sur cet homme qu'elle avait toujours considéré comme l'incarnation même des préjugés contre son peuple. Mais un autre secret occupait maintenant ses pensées, plus personnel et plus troublant encore. La lettre anonyme, ce message d'une femme qui prétendait être sa mère. Amélie l'avait rangé dans la poche de sa jupe, comme si la proximité physique de ce papier pouvait l'aider à décider quoi en faire. L'article du journal La Provence était posé sur la table rustique de sa cuisine. « L'enchanteresse de Provence », proclamait le titre, accompagné d'une photographie où Amélie, assise près de Tonnerre, regardait l'objectif avec une expression mêlant gêne et fierté.
C'était étrange de se voir ainsi transformé en personnage public par quelques colonnes d'encre sur du papier. « Vous êtes devenu célèbre », plaisanta Laurent en déposant une miche de pain frais sur la table. « J'ai déjà reçu 3 demandes ce matin de gens voulant savoir où trouver la fille aux chevaux. » Amélie sourit faiblement. « Je ne cherchais pas la célébrité. Juste un endroit où Tonnerre et moi pourrions vivre en paix. Parfois, le destin a d'autres projets, » répondit le boulanger avec sagesse. « Cette renommée peut faire beaucoup de bien, tu sais. Pas seulement pour toi, mais pour tous les Romani de la région. » Avant qu'Amélie puisse répondre, un bruit de moteur annonça l'arrivée d'une voiture. À travers la fenêtre, elle aperçut un véhicule qu'elle ne reconnaissait pas, une berline élégante, certainement pas du village. Un homme distingué d'une 50aine d'années en descendit, suivi d'une femme plus jeune portant un carnet. L'homme s'avança vers la maison d'un pas assuré. « Professeur Daniel Moreau », se présenta-t-il lorsqu'Amélie ouvrit la porte. « De l'université d'Aix-en-Provence, département d'éthologie. J'ai lu l'article vous concernant et je dois dire que je suis intrigué. » Le professeur expliqua qu'il dirigeait un programme d'études sur le comportement des équidés traumatisés. Pendant des années, son équipe avait cherché des approches alternatives au traitement conventionnel. « Ce que vous faites ici, mademoiselle Dubois, pourrait constituer une avancée significative dans notre compréhension de la psychologie équine, déclara-t-il avec enthousiasme. J'aimerais, si vous le permettez, observer vos méthodes, et peut-être même les documenter pour une publication scientifique. » Amélie hésita. L'idée que des chercheurs universitaires s'intéressent à ces méthodes la mettait mal à l'aise. Elle ne suivait aucun protocole, ne possédait aucune formation académique. « Je n'ai pas de méthode, professeur. Juste une façon d'être avec eux. C'est précisément ce qui m'intéresse, » insista Moreau. « Cette approche intuitive, cette connexion que vous établissez. La science commence souvent par l'observation de phénomènes que nous ne comprenons pas encore pleinement. » Avec réticence, Amélie accepta de montrer son travail au professeur. Pendant les heures qui suivirent, elle continua ses routines habituelles, consciente du regard analytique qui suivait chacun de ses gestes. Dans l'enclos principal, un nouveau pensionnaire, un cheval alezan nerveux arrivé 2 jours plus tôt, tournait en rond, refusant toute approche. Amélie s'assit simplement à l'extérieur de la clôture, sortit sa guitare et commença à jouer doucement, sans regarder directement l'animal. « Vous ne tentez pas de l'approcher » demanda la jeune assistante du professeur. « Pas maintenant » répondit Amélie. « Il n'est pas prêt. Regardez ses oreilles, sa façon de tenir sa queue. Il est encore submergé par la peur. » Au fil des heures, la musique douce et la présence calme d'Amélie semblèrent avoir un effet subtil. Le cheval cessa progressivement de tourner en rond, ses mouvements devinrent moins saccadés. À un moment, il s'arrêta même pour brouter, jetant des regards occasionnels vers la jeune femme. « Extraordinaire », murmura le professeur. « Vous créez un environnement où l'animal se sent suffisamment en sécurité pour reprendre des comportements naturels, sans contrainte, sans domination. » En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa descente derrière les collines, le facteur apporta une nouvelle lettre. Amélie reconnut immédiatement le papier élégant, identique à celui de la mystérieuse correspondante. Cette fois, le message était plus long. La femme qui prétendait être sa mère expliquait qu'elle avait vu l'article dans le journal et qu'elle souhaitait la rencontrer. Elle signait Isabelle Dumont et indiquait une adresse à Aix-en-Provence. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Une part d'elle-même voulait déchirer cette lettre, effacer cette intrusion du passé dans sa vie enfin stabilisée. Une autre part, celle de la petite fille, qui avait tant de fois rêvé du retour de sa mère, tremblait d'anticipation. « Mauvaise nouvelle » demanda Laurent qui avait remarqué son trouble. « Je ne sais pas encore » répondit-elle doucement, pliant soigneusement la lettre. Cette nuit-là, Amélie dormit mal, tourmentée par des rêves où se mêlaient souvenirs fragmentés et craintes présentes. Au petit matin, elle se rendit à l'écurie, cherchant comme souvent le réconfort de la présence de Tonnerre. Le grand percheron noir l'accueillit avec un hennissement doux, tendant son museau vers elle. Amélie appuya son front contre celui du cheval, respirant son odeur familière. « Que dois-je faire, Raya » murmura-t-elle. « Est-ce que je veux vraiment connaître la femme qui m'a abandonnée ?» Comme en réponse, Tonnerre secoua légèrement sa tête, faisant voler sa crinière noire. Ce geste si simple arracha un sourire à Amélie. Qui mieux qu'un cheval abandonné et maltraité pouvait comprendre ses hésitations?
La semaine suivante fut intense. Les 8 chevaux de Rousseau s'adaptaient progressivement à leur nouvel environnement, chacun à son rythme. Certains, comme une jument baie nommée Étoile, semblaient renaître au contact d'Amélie. D'autres restaient méfiants, portant les cicatrices invisibles de mauvais traitements prolongés. Le professeur Moreau venait presque quotidiennement, parfois accompagné d'étudiants. Sa fascination pour le travail d'Amélie ne faisait que croître. Ce que vous faites intuitivement correspond à certaines théories avancées sur la communication interspécifique, expliqua-t-il un jour. Mais vous allez plus loin. Vous établissez une véritable relation de confiance mutuelle. Un matin particulièrement lumineux, alors qu'Amélie montrait au professeur comment elle avait adapté son approche pour un cheval particulièrement craintif, une voiture inconnue s'arrêta devant la maison. Une femme élégante, vêtue avec sobriété mais dans des tissus visiblement coûteux, en descendit. Amélie se figea. Même à cette distance, même après tant d'années, quelque chose en elle reconnut immédiatement la silhouette gracieuse, la façon de tenir la tête. « Ma mère », murmura-t-elle, si bas que seul le professeur l'entendit. La femme s'avança lentement, son regard parcourant les lieux avant de se poser sur Amélie. Pendant un long moment, elles se regardèrent en silence, séparées par 20 mètres d'herbe et 20 années d'absence. « Bonjour Amélie », dit finalement la femme, sa voix légèrement tremblante malgré son apparente assurance. Isabelle Dumont était belle, d'une beauté mûre et soignée. Ses yeux, les mêmes qu'Amélie voyait chaque matin dans son miroir ébréché, reflétaient un mélange complexe d'émotions. « J'ai pensé, » commença-t-elle hésitante. « Après avoir vu l'article, j'ai pensé qu'il était peut-être temps. »« Temps de quoi ?» coupa Amélie, surprise par la dureté de sa propre voix. « De vérifier si votre fille abandonnée a finalement fait quelque chose digne de votre attention. » Le professeur Moreau s'éclipsa discrètement, comprenant l'intimité du moment. Amélie conduisit sa mère jusqu'au banc sous le pommier, le même où Rousseau s'était assis pour sa confession inattendue. « Je ne cherche pas d'excuses, » dit Isabelle après un long silence. « Ce que j'ai fait est inexcusable. Mais peut-être puis-je au moins t'expliquer. » L'histoire qu'elle raconta était à la fois banale et déchirante. Jeune Romanie amoureuse d'un aristocrate du Nord, rejetée par sa propre communauté, puis confrontée à un ultimatum cruel. Abandonne ton héritage, ton enfant, tout ce qui te rattache à ton passé, ou renonce à notre avenir ensemble. J'ai fait le choix le plus lâche, admit Isabelle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, parfaitement maquillées. J'ai choisi la sécurité, le statut social, plutôt que ma propre fille. Et maintenant, demanda Amélie, luttant contre ses propres larmes. Qu'attendez-vous de moi? Rien que tu ne veuilles donner, répondit doucement Isabelle. Mon mari est mort l'année dernière. Je suis seule maintenant, confrontée à toutes les erreurs de ma vie. Quand j'ai vu ton visage dans ce journal, tes yeux sont ceux de ma mère. Grand-mère Esmeralda, murmura Amélie. Le nom seul évoquait tant de souvenirs. L'odeur des herbes séchées suspendues dans la caravane, les chansons fredonnées au crépuscule, les mains ridées, mais toujours douces. Comment est-elle morte? Demanda Isabelle, paisiblement, dans son sommeil, l'hiver dernier. La conversation qui suivit fut difficile, emplie de silences lourds et de vérités douloureuses. Isabelle révéla qu'elle avait tenté plusieurs fois de reprendre contact au fil des ans, mais n'avait jamais trouvé le courage d'affronter le jugement de sa fille. « Je venais parfois à Saint-Rémy, juste pour t'apercevoir de loin, » avoua-t-elle. « Mais je ne méritais pas de revenir dans ta vie après t'avoir abandonné. » Amélie écoutait, le cœur partagé entre colère et un désir inattendu de comprendre. Quand finalement elle demanda à Isabelle de partir, ce fut sans promesse de la revoir, mais aussi sans rejet définitif. « J'ai des chevaux blessés dont je dois m'occuper, » dit-elle simplement. « Des êtres qui ont été abandonnés, comme moi. Ils sont ma priorité maintenant. » Isabelle acquiesça, comprenant ce qui n'était pas dit explicitement. Elle se leva, hésita un instant, puis tendit une carte. « Mon adresse, si jamais, si un jour. » Une fois seule, Amélie resta longtemps immobile sur le banc, les émotions tourbillonnant en elle comme feuilles dans le Mistral. C'est Tonnerre qui l'attira de sa torpeur, s'approchant de la clôture et hennissant doucement pour attirer son attention.
Les jours suivants furent consacrés à un travail acharné, comme si l'activité physique pouvait éloigner les questions émotionnelles. Amélie et les volontaires qui venaient de régulièrement l'aider continuèrent d'aménager le centre, construisant de nouveaux box, réparant les clôtures. Le professeur Moreau, sensible à son état d'esprit, limita ses visites mais continua d'envoyer des étudiants pour l'assister. Sa proposition d'études formelles restait ouverte, attendant qu'Amélie soit prête. Un soir, alors qu'elle rangeait des outils dans la remise, Laurent lui apporta une nouvelle inattendue. « Je ne sais pas si je devrais te le dire, » commença-t-il, mais Esmeralda recevait régulièrement des enveloppes. Des enveloppes contenant de l'argent. Elle ne disait jamais qui les envoyait. Mais maintenant… « Ma mère !» compléta Amélie, soudain frappée par cette révélation. Elle envoyait de l'argent à grand-mère. Je crois, oui, pas des sommes énormes, mais régulières, assez pour vous aider pendant les hivers difficiles. Cette information jeta une lumière nouvelle sur la situation. Si Isabelle avait maintenu ce lien, aussi ténu soit-il. Ce soir-là, Amélie fouilla dans la vieille malle qui contenait les quelques possessions d'Esmeralda qu'elle avait conservées. Au fond, enveloppée dans un foulard de soie, elle découvrit des lettres. Des lettres d'Isabelle que sa grand-mère n'avait jamais ouvertes. L'histoire était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Les choix plus nuancés, les motivations plus profondes. À l'aube, Amélie observait Étoile, la vieille jument qui avait appartenu à Rousseau. Quelque chose dans sa démarche, dans sa manière de tourner la tête, lui semblait étrangement familier. « Tonnerre !» appela-t-elle doucement. Le grand percheron noir s'approcha, majestueux dans la lumière dorée du matin. Amélie remarqua comment il se plaçait toujours légèrement devant elle, protecteur sans être possessif. Il avait parcouru un si long chemin depuis le jour où elle l'avait trouvé enchaîné dans sa stalle, fou de rage et de peur. Au loin, elle aperçut Isabelle qui observait discrètement la scène. La femme n'avait pas tenté de s'approcher, respectant la distance qu'Amélie avait imposée. Pourtant, elle était revenue, jour après jour, simplement pour être présente. Tandis qu'Amélie luttait avec sa décision d'accepter ou non l'aide de sa mère, une lettre officielle de la mairie arriva, annonçant que le terrain où le centre était construit serait repris par le domaine public pour la construction d'une route, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait bâti. Amélie fixait la lettre officielle entre ses mains tremblantes, son esprit refusant d'accepter ce qu'elle venait de lire. Une route. Il voulait détruire son sanctuaire, ce lieu qu'elle avait bâti avec tant d'amour, pour construire une simple route. Le document mentionnait froidement que la concession de la maison du garde forestier avait toujours été temporaire et que le terrain appartenait au domaine public. Dans 3 mois, tout devrait être évacué. « Non », murmura-t-elle, serrant le papier jusqu'à le froisser. « Pas maintenant, pas après tout ça. » Un grondement lointain attira son attention. L'orage qui menaçait depuis le matin semblait se rapprocher, obscurcissant rapidement le ciel d'été. De grosses gouttes commencèrent à s'écraser sur le sol poussiéreux, créant des petits cratères dans la terre sèche. Amélie rangea précipitamment la lettre dans sa poche et courut vers les enclos. Plusieurs chevaux montraient déjà des signes d'agitation, particulièrement les nouveaux arrivants de la propriété de Rousseau, encore peu habitués à leur environnement. « Laurent !» appela-t-elle en apercevant le boulanger qui venait d'arriver avec des provisions. « Il faut rentrer les chevaux, vite !» Le ciel s'assombrissait à vue d'œil, comme si la nuit tombait en plein jour. Un éclair déchira l'horizon, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Plusieurs chevaux se cabrèrent, affolés. « Je prends les jeunes !» cria Laurent par-dessus le vent qui se levait. « Occupe-toi d'abord de Perle !» Perle, la jeune jument traumatisée arrivée 2 semaines plus tôt, était la plus fragile émotionnellement. Dans l'enclos éloigné, Amélie la vit tourner en rond, paniquée, ses yeux révulsés de terreur. La pluie tombait maintenant en rideaux denses, transformant le sol en boue glissante. Amélie se précipita vers l'enclos de Perle, glissant plusieurs fois dans sa course. Quand elle atteignit enfin la barrière, elle vit que Tonnerre s'était déjà placé près de la clôture séparant son propre enclos de celui de la jument affolée. « Merci, Raya », murmura Amélie, reconnaissante pour l'instinct protecteur du percheron. La tempête se déchaînait avec une violence inattendue. Des branches d'arbres craquaient sous la force du vent, et les éclairs semblaient de plus en plus proches.
Avec l'aide de 2 volontaires arrivés en renfort, Amélie et Laurent parvinrent à mettre la plupart des chevaux à l'abri dans les écuries. « Où est Perle ?» demanda M. Bertrand, trempé jusqu'aux os, en rejoignant Amélie sous l'abri précaire du hangar à foin. « Impossible de l'approcher, » répondit Amélie, essoufflée. « Elle est trop paniquée. Même Tonnerre n'arrive pas à la calmer. » Un éclair particulièrement violent illumina le ciel, suivi d'un craquement terrible. Dans la lueur blafarde, Amélie vit avec horreur qu'un grand chêne près des écuries venait d'être frappé. L'arbre s'enflamma instantanément malgré la pluie battante. « Au feu !» hurla quelqu'un. Tout se précipita alors. Les flammes, attisées par le vent violent, se propagèrent rapidement vers les bâtiments. L'odeur âcre de bois brûlé et de fumée emplit l'air, déclenchant une panique renouvelée chez les animaux déjà terrifiés par l'orage. « Il faut évacuer les écuries !» ordonna Amélie, courant déjà vers les bâtiments menacés. « Le téléphone, quelqu'un doit appeler les pompiers. »« Les lignes sont coupées !» cria Laurent. « J'ai essayé. » À l'intérieur des écuries, la situation était chaotique. Les chevaux sentaient le danger, hennissant et frappant les parois de leur box. Amélie ouvrit d'abord celui de Tonnerre, sachant qu'il pourrait l'aider. Le grand percheron noir sortit calmement, comprenant immédiatement la gravité de la situation. Au lieu de fuir, il resta près d'Amélie tandis qu'elle ouvrait les autres boxes. « Allez, allez !» encourageait-elle chaque animal, les guidant vers la sortie opposée au feu. Doucement, doucement. Grâce au calme extraordinaire de Tonnerre, les autres chevaux formèrent progressivement un groupe cohérent. Le percheron, comme un berger naturel, semblait comprendre l'intention d'Amélie, aidant à maintenir l'ordre dans ce chaos. Mais soudain, un cri horrifié retentit par-dessus le tumulte de la tempête et le crépitement des flammes. « Perle, elle est toujours dans son box !» Amélie se retourna vivement. Dans la confusion, personne n'avait pu atteindre la jeune jument, dont le box se trouvait à l'extrémité de l'écurie, là où les flammes se rapprochaient dangereusement. « Emmenez les autres vers le champ est », ordonna-t-elle à Laurent. « Je vais chercher Perle. »« C'est trop dangereux », protesta-t-il, mais Amélie courait déjà vers l'écurie partiellement en flammes. La fumée épaisse rendait la respiration difficile. Amélie avança courbée, se guidant de mémoire dans les allées devenues méconnaissables. La chaleur était intense, les flammes léchant déjà le toit de l'autre extrémité du bâtiment. « Perle !» appela-t-elle, toussant dans la fumée âcre. « Perle !» Le hennissement terrifié qui lui répondit lui indiqua la direction. Quand elle atteignit enfin le box de la jument, un spectacle désolant l'attendait. Une poutre enflammée était tombée devant la porte, bloquant partiellement l'accès. À l'intérieur, Perle, paralysée de terreur, se tenait immobile, les yeux exorbités. « Viens, ma belle », murmura doucement Amélie, essayant de rester calme malgré la situation désespérée. « Viens avec moi. » Utilisant toute sa force, elle parvint à déplacer suffisamment la poutre pour créer un passage étroit. Mais Perle refusait de bouger, comme pétrifiée. Amélie entra dans le box, ignorant les flammes qui se rapprochaient. La chaleur devenait insupportable, l'air presque irrespirable. Mais au lieu de tirer ou pousser la jument, elle fit ce qui semblait insensé dans un tel moment. Elle commença à chanter. Les notes d'une vieille berceuse romanie s'élevèrent doucement, contrastant étrangement avec le chaos environnant. La voix d'Amélie, rauque à cause de la fumée, restait douce et mélodieuse. Ses mains caressaient l'encolure tremblante de Perle, ses yeux fixés dans ceux de l'animal. « Nous allons sortir ensemble », chuchota-t-elle entre 2 verres. « Fais-moi confiance, juste cette fois. » Les secondes s'étiraient comme des heures. Les flammes progressaient, la fumée s'épaississait. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, Perle fit un pas, puis un autre. Au moment où Amélie guidait enfin la jument vers la sortie, un craquement sinistre retentit au-dessus d'elle. Une partie du toit commençait à s'effondrer. « Vite !» pressa Amélie, mais le passage était trop étroit, et Perle hésitait à nouveau. C'est alors qu'une silhouette massive apparut dans la fumée. Tonnerre, désobéissant à l'ordre de suivre les autres, était revenu. Le grand percheron noir s'arrêta près de l'ouverture, hennissant doucement à Perle, comme pour l'encourager. Cet appel sembla avoir un effet immédiat. La jument, répondant à l'invitation d'un des siens,
s'avança résolument. Amélie la suivit, toussant violemment dans l'air de plus en plus irrespirable. Les trois sortirent de l'écurie en flammes à peine quelques secondes avant qu'une section entière du toit ne s'effondre dans un fracas assourdissant. La pluie continuait de tomber, mais pas assez fort pour maîtriser l'incendie qui dévorait maintenant l'ensemble du bâtiment. Amélie, le visage noirci par la suie, conduisit Perle et Tonnerre à distance sécuritaire. Au loin, elle entendait enfin les sirènes des pompiers. Des villageois accouraient aussi, certains avec des seaux, formant spontanément une chaîne humaine jusqu'au puits. L'aube grise trouva Amélie assise sur une souche d'arbre, observant les ruines fumantes de l'écurie. La moitié du bâtiment n'était plus que cendres et poutres calcinées. Miraculeusement, tous les chevaux avaient survécu, bien que certains souffrent de légères brûlures et d'inhalation de fumée. « Tu devrais te faire soigner », dit M. Bertrand, en examinant les petites brûlures sur les bras et le cou d'Amélie. « Ces plaies pourraient s'infecter. »« Plus tard », murmura-t-elle, trop épuisée pour ressentir la douleur. « Les chevaux d'abord. » Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve brumeux. Les pompiers terminèrent d'éteindre les dernières braises. Des voisins apportèrent nourriture et couverture. Le maire vint évaluer les dégâts, promettant l'aide de la commune pour la reconstruction. Mais pour Amélie, ces promesses sonnaient creux. Dans 3 mois, tout serait détruit de toute façon. Tandis qu'elle soignait les naseaux irrités d'une vieille jument, Amélie remarqua une femme qu'elle n'avait jamais vue parmi les volontaires. Élégante malgré la situation, elle distribuait des bouteilles d'eau et des serviettes propres avec une efficacité discrète. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Amélie sentit un frisson la parcourir. Quelque chose dans les yeux de cette femme. « Qui est-ce » demanda-t-elle à Laurent qui passait avec une brassée de couverture. « Elle est arrivée avec les premiers secours ce matin, » répondit-il. « Je crois qu'elle vient d'Aix. Elle a donné un sacré coup de main. » Quand les autres volontaires commencèrent à partir, la mystérieuse femme s'approcha finalement d'Amélie. Elles se retrouvèrent seules près de l'enclos temporaire où Tonnerre veillait sur les autres chevaux, comme un gardien attentif. « Je m'appelle Isabelle, » dit-elle simplement. « Je suis venue dès que j'ai appris pour l'incendie. » Un silence pesant s'installa entre elles. Amélie observa cette femme qui prétendait être sa mère, cette étrangère qui partageait pourtant son sang. Malgré son épuisement, malgré la douleur de ses brûlures, elle remarqua les petits détails. Les mêmes mains aux doigts fins, la même façon de tenir la tête légèrement inclinée. « Tu as les yeux d'elle », dit enfin la femme élégante lorsqu'elles se retrouvèrent seules. « Les mêmes yeux que ma mère, Esmeralda. » Et Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds en entendant le nom de sa grand-mère sur les lèvres de la femme qui l'avait abandonnée il y avait presque 20 ans. Le nom d'Esmeralda, prononcé par cette femme, résonna dans l'air comme un charme ancien. Amélie resta immobile, incapable de parler, tandis que le monde semblait tournoyer autour d'elle. C'était comme si 2 réalités s'entrechoquaient violemment. Celle où elle était l'orpheline élevée par sa grand-mère, et cette nouvelle où sa mère se tenait devant elle, incarnation vivante de son passé abandonné. « Comment osez-vous prononcer son nom ?» murmura finalement Amélie, sa voix à peine audible par-dessus le crépitement des dernières braises. « Vous avez perdu ce droit il y a longtemps. » Isabelle baissa les yeux, acceptant cette accusation sans protester. Elle se tenait là, sous le ciel qui s'éclaircissait progressivement. 2 femmes encadrées par les ruines encore fumantes et les chevaux nerveux qui s'agitaient dans leurs enclos temporaires. « Viens, » dit finalement Amélie. « Pas ici. » Elles marchèrent en silence jusqu'à la petite cuisine de la maison miraculeusement épargnée par les flammes. L'espace confiné, avec sa table en bois usée et ses chaises dépareillées, semblait soudain trop étroit pour contenir tout ce qui restait non dit entre elles. « J'imagine que tu as des questions » commença Isabelle, assise raide au bord de sa chaise, ses mains élégantes crispées autour d'une tasse de thé qu'Amélie avait préparée mécaniquement. « Des questions » Amélie laissa échapper un rire sans joie. « J'ai cessé de me poser des questions à ton sujet quand j'avais 10 ans. Grand-mère disait que regarder trop longtemps vers l'horizon qu'on ne peut atteindre finit par rendre aveugle aux beautés proches. » Un silence pesant s'installa entre elles. Au loin, un cheval hennit, probablement Tonnerre veillant sur les autres. Ce son familier ancra Amélie dans le présent,
lui rappelant ses responsabilités actuelles. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle finalement. Après toutes ces années, Isabelle leva les yeux, et pour la première fois, Amélie vit clairement la ressemblance entre elles. Pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond, une certaine manière de porter la douleur. « J'étais très jeune quand je t'ai eu », commença Isabelle. 18 ans. Ton père, Henri Dumont, était l'héritier d'une famille bourgeoise d'Aix. Il venait acheter des chevaux à la foire de Saint-Rémy quand nous nous sommes rencontrés. Elle raconta leur histoire d'amour passionné mais condamné, les préjugés de sa famille à lui, le rejet de sa communauté à elle. Quand sa famille a découvert ma grossesse, ils ont menacé de le déshériter. Nous avons fui à Paris, mais après ta naissance, les choses ont changé. Il ne voulait pas d'une fille Romani, compléta Amélie, les mots amers sur sa langue. Il m'a donné un ultimatum, admit Isabelle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, parfaitement maquillées. Soit je te laissais avec ma mère et coupais tout lien visible avec mes origines, soit il nous abandonnerait toutes les deux à la rue. Et tu as choisi le confort, conclut Amélie, sa voix tranchante. J'ai choisi la survie, corrigea doucement Isabelle. J'avais 19 ans, sans éducation, sans métier. Que pouvais-je t'offrir seule? Au moins avec Esmeralda, tu aurais un toit, des traditions, une identité. Une identité que tu as reniée, accusa Amélie. En apparence seulement, répondit Isabelle. Jamais dans mon cœur. Elle expliqua comment, après leur mariage, elle avait commencé à envoyer discrètement de l'argent à Esmeralda, comment elle venait parfois jusqu'à Saint-Rémy juste pour apercevoir sa fille de loin. Je n'ai jamais eu le courage de t'approcher, avoua-t-elle. Quelle excuse pouvais-je offrir pour mon absence? Puis, l'année dernière, Henri est mort d'une crise cardiaque. Je me suis retrouvée veuve, riche, mais seule avec mes regrets. Amélie écoutait, le visage impassible malgré le tourbillon d'émotions qui l'agitait intérieurement. Une partie d'elle voulait rejeter cette femme et ses excuses, l'autre, l'enfant qui avait pleuré en silence tant de nuits, voulait désespérément croire qu'elle n'avait jamais été complètement abandonnée. Et maintenant que tu es libre, tu espères quoi? Que j'oublie 20 années d'absence? Que je t'accueille à bras ouverts? Je n'espère rien que tu ne sois prête à donner, répondit simplement Isabelle. Je veux juste une chance de te connaître, de faire partie de ta vie, même modestement. Amélie se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. J'ai des chevaux blessés dont je dois m'occuper, des êtres qui ont été abandonnés comme moi. Ils sont ma priorité maintenant. Isabelle acquiesça, comprenant le congé implicite. Elle se leva à son tour, digne malgré le rejet. Je comprends. Je te laisse mon adresse. Si jamais, répéta Amélie, laissant la phrase inachevée. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. La communauté s'était mobilisée pour réparer les dégâts de l'incendie. Des hommes travaillaient à déblayer les ruines de l'écurie brûlée, tandis que d'autres commençaient déjà à préparer la reconstruction. Amélie se jetait dans le travail avec une énergie presque désespérée, comme si l'épuisement physique pouvait étouffer le tumulte de ses émotions. Elle passait des heures avec les chevaux traumatisés par l'incendie, particulièrement Perle, qui montrait des signes de régression après le traumatisme de la nuit d'orage. Un soir, alors qu'elle pensait Tonnerre dans l'enclos provisoire, Laurent apparut avec un paquet de lettres jaunies par le temps. « J'ai trouvé ceci en déblayant ta caravane », dit-il simplement. Esmeralda les gardait dans une boîte sous son lit. Amélie reconnut immédiatement l'écriture élégante sur les enveloppes, la même que celle des récentes lettres d'Isabelle. Des lettres jamais ouvertes, leur cachet intact, témoignant de décennies de silence volontaire. « Elle ne les a jamais lues », murmura Amélie, touchant doucement le papier vieilli. « Peut-être qu'elle ne pouvait pas », suggéra Laurent. « Ou peut-être qu'elle les gardait pour toi, pour quand tu serais prête. » Cette nuit-là, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, Amélie ouvrit ses messages du passé. Des dizaines de lettres écrites sur 20 années, certaines brèves et formelles accompagnant les envois d'argent, d'autres plus personnelles, parlant de regrets, de culpabilité, d'amour jamais éteint pour l'enfant abandonné. L'image qu'elle s'était construite de sa mère, celle d'une femme froide ayant choisi le luxe sans un regard en arrière, se fissurait face à ces preuves d'une souffrance continue, d'un lien ténu mais jamais complètement rompu. Le lendemain matin, épuisée par une nuit sans sommeil,
Amélie observait Étoile, la vieille jument du lot de Rousseau. Quelque chose dans sa démarche, dans sa façon de tenir sa tête, éveillait un souvenir lointain. « C'est impossible », murmura-t-elle, s'approchant lentement de l'animal. Elle examina attentivement la marque à demi effacée sur la cuisse de la jument, une étoile stylisée avec un croissant de lune, le symbole que sa grand-mère utilisait pour marquer les chevaux qu'elle avait soignés. « C'était toi » chuchota Amélie, la gorge serrée. « Le premier cheval que grand-mère m'a appris à brosser. Tu appartenais à la famille Legrand avant que Rousseau n'achète toutes les terres. » Comme en réponse, la vieille jument appuya doucement son museau contre l'épaule d'Amélie, dans un geste qui semblait porter la mémoire de ses jours lointains. Ce lien inattendu avec son passé, ce fil invisible connectant l'enfant qu'elle avait été à la femme qu'elle était devenue, ébranla quelque chose en Amélie. Si Étoile pouvait revenir dans sa vie après tant d'années, portant silencieusement l'histoire de ce qui avait été perdu. Au loin, elle aperçut Isabelle qui se tenait près de la clôture, observant la scène sans s'approcher, respectant l'espace qu'Amélie avait demandé. Mais elle était revenue, jour après jour, discrètement, apportant de l'eau fraîche aux travailleurs, aidant à trier les médicaments vétérinaires, restant à la périphérie mais présente. Amélie laissa Étoile et se dirigea vers sa mère. Une conversation difficile les attendait, non pas de réconciliation immédiate, mais peut-être d'un premier pas vers la compréhension. Leur discussion fut interrompue par l'arrivée inattendue du facteur, inhabituel à cette heure tardive. Il tenait une enveloppe officielle portant le sceau de la préfecture. « Recommandé pour mademoiselle Dubois », annonça-t-il gravement. Avec un pressentiment lourd, Amélie signa le reçu et ouvrit l'enveloppe. Le contenu confirma ses pires craintes. Une notification formelle lui donnant 60 jours, et non plus 3 mois, pour évacuer les lieux. Le projet de route avait été accéléré. « Non », murmura-t-elle, sentant ses jambes faiblir. Isabelle prit délicatement la lettre des mains tremblantes de sa fille et la parcourut rapidement, son visage pâlissant à mesure qu'elle en comprenait les implications. « Ils ne peuvent pas faire ça », dit-elle avec une fermeté qui surprit Amélie. « Pas après tout ce que tu as bâti ici. »« Ils peuvent », répondit Amélie, amère. La concession était temporaire. Légalement, ce terrain ne m'a jamais appartenu. Mais les chevaux, où iront-ils? Cette simple question, empreinte d'une préoccupation sincère, toucha Amélie plus profondément que toutes les explications ou excuses. Pour la première fois, elle vit dans les yeux d'Isabelle non pas la femme qui l'avait abandonnée, mais quelqu'un qui comprenait l'importance de ce qu'elle avait créé. Le lendemain, une réunion d'urgence fut organisée à la boulangerie de Laurent. Des dizaines de villageois s'y pressaient, discutant avec animation des moyens de sauver le centre de récupération. L'avocat de la commune, un homme âgé aux lunettes épaisses, exposait sobrement la situation juridique. Malheureusement, d'un point de vue légal, leur position est inattaquable, conclut-il. La concession précisait clairement que le terrain pourrait être repris pour des projets d'utilité publique. « Mais ce centre est d'utilité publique », protesta l'épouse du maire. « Il attire des visiteurs, crée des emplois, réhabilite des animaux qui auraient été abattus. »« Je comprends votre frustration », répondit l'avocat. « Mais juridiquement, cela ne pèse pas lourd face à un projet d'infrastructure régionale. » Un sentiment de défaite commençait à s'installer quand Isabelle, restée silencieuse jusqu'alors dans un coin de la pièce, s'avança. « Si je puis me permettre, » commença-t-elle, sa voix douce mais assurée captant immédiatement l'attention. « Mon défunt mari siégeait au conseil régional pendant 15 ans. Je connais certaines personnes qui pourraient avoir une influence sur ce dossier. » Tous les regards se tournèrent vers elle, puis vers Amélie, conscient du lien complexe entre les deux femmes. Amélie hésita, tiraillée entre son besoin désespéré de sauver son sanctuaire et sa réticence à accepter l'aide de cette mère qui avait été absente si longtemps. Finalement, ce fut Tonnerre qui décida. Un hennissement puissant retentit dehors, comme pour rappeler à tous ce qui était vraiment en jeu. « Nous devons tout essayer », dit simplement Amélie. « Pour eux, nous devons tout essayer », répéta Amélie, le regard fixé sur les visages inquiets qui l'entouraient dans la boulangerie de Laurent. « Pour eux ». Cette simple déclaration marqua le début d'une alliance improbable entre mère et fille.
Dès le lendemain matin, Amélie et Isabelle se rendirent ensemble à la mairie, la première lettre officielle serrée entre les doigts tremblants de la jeune femme. Le contraste entre elles était saisissant. Amélie dans sa robe simple tachée de terre et d'herbe, Isabelle dans son tailleur impeccable qui trahissait une vie de privilège. Pourtant, elles avançaient côte à côte, unies par un objectif commun. « Monsieur le maire » commença Amélie lorsqu'ils furent reçus dans le petit bureau aux murs jaunis par le temps. « Cette route va détruire bien plus qu'une simple maison et quelques écuries. Elle va anéantir un sanctuaire pour des êtres qui ont déjà tout perdu. » Le maire, un homme d'âge moyen au visage fatigué par les responsabilités, soupira profondément. « Je comprends votre détresse, Amélie, mais ce projet vient du conseil régional. Il dépasse largement mes compétences. » C'est alors qu'Isabelle intervint, sa voix douce mais empreinte d'une autorité tranquille qu'Amélie ne lui connaissait pas encore. « Justement, concernant le conseil régional, mon défunt mari, Henri Dumont, y a siégé pendant 15 ans. Je connais personnellement le président actuel, Monsieur Valentin. Peut-être pourrions-nous envisager une solution alternative. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Tandis qu'Amélie continuait à s'occuper des chevaux encore traumatisés par l'incendie, Isabelle mobilisait ses contacts, passant d'innombrables appels téléphoniques depuis la petite cuisine de la maison du garde forestier. Le professeur Moreau fut également sollicité, apportant la légitimité académique qui manquait au projet. « Ce que nous proposons, » expliquait-il lors d'une réunion avec des représentants régionaux, c'est de transformer ce centre improvisé en une véritable institution de recherche sur la récupération équine traumatique en partenariat avec l'Université d'Aix. Amélie observait ces négociations avec un mélange d'espoir et de méfiance. Chaque soir, épuisée par les soins aux animaux et les réunions interminables, elle se réfugiait auprès de Tonnerre. Le grand percheron noir semblait comprendre la gravité de la situation, restant exceptionnellement calme et attentif à ses moindres gestes. « Que ferais-je si nous perdons tout cela, Raya ?» murmura-t-elle un soir, le front appuyé contre l'encolure puissante du cheval. « Où irions-nous » Comme en réponse, Tonnerre poussa doucement son épaule de son museau dans ce geste de réconfort qu'il avait développé au fil des mois. Amélie sourit malgré sa tristesse. Qui aurait cru que ce cheval autrefois fou de rage deviendrait son plus fidèle soutien? Une semaine après le début de leur campagne, Isabelle revint d'Aix avec une lueur d'espoir dans le regard. « J'ai parlé longuement avec Monsieur Valentin », annonça-t-elle à Amélie qui pensait perle dans l'enclos provisoire. « Il est prêt à considérer une relocalisation du centre, plutôt qu'une fermeture. » « Une relocalisation ?» Amélie laissa tomber la brosse qu'elle tenait. « Mais ces chevaux ont déjà vécu tant de traumatismes. Un nouveau déplacement pourrait annuler tous nos progrès. »« Je comprends », dit doucement Isabelle, s'approchant avec précaution de la jument nerveuse. « Mais si nous trouvions un endroit plus grand, plus stable, où personne ne pourrait plus jamais vous menacer d'expulsion ?» L'idée germa lentement. Avec l'aide du professeur Moreau, elles élaborèrent un projet ambitieux, transformer le centre de récupération en une institution officielle, combinant recherche académique et pratiques traditionnelles romanies sur un terrain suffisamment grand pour accueillir davantage d'animaux. Ce serait un lieu où la science rencontrerait la sagesse ancienne, expliquait Amélie lors d'une présentation devant le conseil municipal complet, où les méthodes que m'a transmises ma grand-mère pourraient être documentées, analysées et partagées avec d'autres. Au fil des jours, Amélie découvrait une nouvelle facette de sa mère. Isabelle se révélait être une négociatrice redoutable, maniant avec habileté les codes d'un monde dont Amélie avait toujours été exclue. Dans ces salles de réunion aux murs lambrissés, face à des hommes en costume qui les regardaient avec condescendance, Isabelle devenait leur plus fervent défenseur. « Ma fille », disait-elle sans hésitation, ce simple mot sonnant comme une déclaration, a développé une approche unique qui mérite d'être préservée et étudiée. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une énième réunion, Amélie osa poser la question qui la hantait. « Pourquoi fais-tu tout cela? Est-ce pour te racheter? Pour apaiser ta culpabilité ?» Isabelle s'arrêta sur le chemin de terre, le soleil couchant nimbant sa silhouette d'une lueur dorée. « En partie, oui, » admit-elle après un long silence. « Mais c'est aussi parce que je vois en toi ce que je n'ai jamais eu le courage d'être. Tu n'as pas renié tes origines pour être accepté. Tu as forcé le monde à t'accepter tel que tu es. » Ces mots,
prononcées avec une sincérité palpable, ouvrirent une minuscule brèche dans le mur qu'Amélie avait érigé autour de son cœur. La semaine suivante apporta une surprise inattendue. Alors qu'Amélie et Isabelle présentèrent leur projet devant un comité régional, la porte de la salle s'ouvrit pour laisser entrer Philippe Rousseau. L'homme d'affaires, habituellement si arrogant, semblait étrangement humble tandis qu'il prenait place au fond de la salle. Quand vint le moment des questions, Rousseau se leva. « J'ai une proposition à faire », annonça-t-il, sa voix manquant de son assurance habituelle. « Je possède un terrain de 15 hectares à la sortie ouest de Saint-Rémy. Des pâturages, une source naturelle et une ancienne ferme provençale. Je souhaite le donner pour l'établissement de ce centre. » Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Amélie fixa l'homme avec incrédulité. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle directement. Rousseau soutint son regard, et pour la première fois, elle y vit autre chose que du mépris ou de la condescendance. Considérez cela comme une réparation pour les torts que j'ai causés, et peut-être, il hésita, peut-être aussi une forme de rédemption pour ma propre héritage Romani que j'ai passé ma vie à nier. Cette révélation publique, Rousseau admettant ses origines devant les notables de la région, était peut-être plus significative encore que son offre généreuse. Amélie comprit alors que leur histoire parallèle continuait de s'écrire, deux personnes d'origine romanie ayant pris des chemins radicalement opposés face aux préjugés du monde. Les semaines suivantes transformèrent le projet initial en quelque chose de bien plus ambitieux. Avec le terrain de Rousseau comme nouvelle base, les plans du centre s'élargirent considérablement. Des architectes bénévoles dessinèrent des écuries spacieuses et fonctionnelles. Une clinique vétérinaire complète, des espaces d'enseignement, et une maison principale suffisamment grande pour accueillir Amélie et d'éventuels stagiaires. La communauté se mobilisa avec une énergie renouvelée. Maintenant qu'un avenir stable se dessinait, chacun voulait contribuer. Des artisans proposaient leurs services, des commerçants promettaient des fournitures, des éleveurs offrirent du foin et des grains. C'est comme si tout le village construisait une arche, commenta Laurent un dimanche, alors qu'une trentaine de personnes s'activaient sur le nouveau terrain, défrichant, creusant, transportant des matériaux. Amélie observait cette activité depuis une petite colline, Tonnerre paissant tranquillement à ses côtés. Le grand percheron, autrefois si méfiant envers les étrangers, regardait maintenant avec curiosité ce balai humain qui préparait leur nouveau foyer. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» murmura Amélie, caressant l'encolure puissante du cheval. « Nous étions tous deux si brisés, si seuls. Et maintenant, regarde-nous. » Tonnerre poussa un léger hennissement, comme s'il comprenait parfaitement ses paroles. Au loin, le soleil commençait à se coucher sur les nouveaux bâtiments en construction, peignant le ciel de teintes roses et dorées. C'était le même soleil qui, quelques mois plus tôt, se levait sur une jeune femme solitaire dans sa caravane et un cheval condamné dans sa stalle. Ce soir-là, assise sur la terrasse de la petite maison qui serait bientôt abandonnée, Amélie et Isabelle contemplaient en silence le ciel étoilé. Quelque chose avait changé entre elles. Pas encore un pardon complet, mais peut-être le début d'une compréhension. « Sais-tu ce que signifie tonnerre ?» demanda soudainement Isabelle tandis qu'elles observaient le majestueux percheron qui veillait sur le troupeau dans l'enclos nocturne. « Ta grand-mère, ma mère Esmeralda, disait toujours que le tonnerre n'est pas à craindre, mais à admirer, car après lui vient le renouveau. » Un an s'était écoulé depuis cette conversation sur la terrasse, sous les étoiles de Provence. L'automne avait une nouvelle fois paré les collines de teintes dorées et cuivrées, et les vignobles alentours s'étaient drapés de pourpre et d'ambre. Dans la lumière dorée du matin, Amélie contemplait l'étendue du centre de récupération et de recherche équine Esmeralda qui s'éveillait doucement à la vie. Les écuries spacieuses, construites en pierre locale, s'harmonisaient parfaitement avec le paysage. Les enclos vastes permettaient aux chevaux de se déplacer librement. Au centre, un bâtiment principal abritait la clinique vétérinaire, des salles d'études et un petit amphithéâtre où des conférences seraient bientôt données. Sur la façade principale, une plaque de cuivre gravée portait le nom d'Esmeralda en lettres élégantes, un hommage permanent à la femme qui avait transmis son savoir à sa petite fille.
Tout est prêt pour l'inauguration, annonça Laurent en s'approchant, un panier de viennoiseries fraîches à la main. Je n'ai jamais vu autant de monde à Saint-Rémy. Même l'hôtel du village est complet. Amélie sourit, encore incrédule face à l'ampleur qu'avait prise son modeste projet. Des spécialistes venaient de toute la France, certains même de l'étranger, pour assister à l'ouverture officielle du centre. Des journalistes, des chercheurs, des amoureux des chevaux, tous attirés par l'histoire extraordinaire de la jeune Romanie et du percheron que personne ne pouvait approcher. « Est-ce que tu es nerveuse pour la présentation ?» demanda Laurent, observant comment Amélie tripotait distraitement le pendentif en forme de fer à cheval qu'elle portait désormais autour du cou. Terrifiée, admit-elle avec un petit rire. Parler devant tant d'étrangers, c'est bien plus effrayant que d'approcher un cheval sauvage. Dans la maison principale, Isabelle organisait les derniers préparatifs avec une efficacité tranquille. La relation entre mère et fille s'était transformée au fil des mois. Pas encore une intimité complète, mais une alliance respectueuse, construite sur des bases nouvelles. Elles avaient appris à travailler ensemble, combinant l'instinct naturel d'Amélie avec les talents d'organisation et les connexions sociales d'Isabelle. « Tu es magnifique », dit Isabelle lorsqu'Amélie entra dans la salle où était disposée sa tenue pour la cérémonie. Une robe traditionnelle romanie modernisée, aux couleurs vibrantes mais élégantes. « Elle te va parfaitement. »« Grand-mère aurait aimé me voir la porter », murmura Amélie, touchant le tissu avec révérence. C'est comme si une partie d'elle était présente aujourd'hui. « Elle est présente », affirma doucement Isabelle. « Dans chaque geste que tu fais avec les chevaux, dans chaque note que tu joues sur ta guitare. Elle serait tellement fière de toi. » Le reste de la matinée passa en un éclair. Des voitures et des cars commencèrent à arriver, déversant un flot constant de visiteurs. Le professeur Moreau accueillait ses collègues universitaires, expliquant avec enthousiasme le programme de recherche qui allait être lancé. Des bénévoles guidèrent les groupes à travers les installations, montrant les différents espaces thérapeutiques, les zones de réhabilitation, les pâturages adaptés. Amélie se retira discrètement dans l'écurie principale où Tonnerre occupait le box le plus spacieux, non par nécessité, mais par reconnaissance de son statut particulier. Le grand percheron noir, désormais au sommet de sa forme, avait gagné en majesté ce qu'il avait perdu en férocité. Son pelage brillait comme de l'onyx sous la lumière qui filtrait à travers les fenêtres hautes. « C'est notre grand jour, Raya », murmura-t-elle, appuyant son front contre celui du cheval. « Je ne serai pas ici sans toi. » Tonnerre poussa un souffle doux contre son cou, ce geste d'affection qu'il réservait exclusivement à Amélie. Ses yeux, autrefois voilés de peur et de rage, reflétèrent maintenant une intelligence sereine. Il avait parcouru un chemin remarquable, devenant non seulement un compagnon fidèle pour Amélie, mais aussi un guide pour les autres chevaux traumatisés. « Mademoiselle Dubois ?» Une voix discrète interrompit ce moment d'intimité. C'était un des étudiants du professeur Moreau. « La cérémonie va commencer dans 30 minutes. Ils vous attendent pour les dernières instructions. » Avec un dernier regard à Tonnerre, Amélie se dirigea vers l'amphithéâtre en plein air qui avait été installé au centre de la propriété. Des rangées de chaises disposées en demi-cercle faisaient face à une scène simple où quelques personnalités attendèrent déjà. Le maire, le sous-préfet, le professeur Moreau et, surprenant même Amélie, Philippe Rousseau, l'air étrangement humble dans son costume sobre. La cérémonie débuta par les discours officiels habituels, remerciements aux donateurs, félicitations pour ce projet innovant, promesses de soutien futur. Amélie écoutait distraitement, son attention partagée entre la foule impressionnante et la présence rassurante d'Isabelle à ses côtés. Puis vint le moment qu'elle redoutait. Le professeur Moreau l'invita à prendre la parole, et un silence attentif s'installa parmi les spectateurs. « Je ne suis pas douée pour les grands discours », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je comprends mieux le langage des chevaux que celui des cérémonies officielles. » Un rire bienveillant parcourut l'assistance, détendant l'atmosphère. « Ce centre n'est pas né d'une ambition ou d'un plan, » poursuivit-elle avec plus d'assurance. « Il est né d'une rencontre. Une rencontre entre deux êtres que la société avait mis à l'écart, une jeune Romanie qu'on évitait de regarder dans les yeux, et un cheval qu'on avait condamné sans chercher à comprendre sa souffrance. » Elle raconta simplement leur histoire, les visites nocturnes aux écuries,
les premières notes de guitare, la patience infinie, les petits gestes de confiance progressivement gagnés. En parlant, elle réalisa combien cette histoire résonnait au-delà d'elle-même et de Tonnerre, touchant à quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Ce que j'ai appris, conclut-elle, c'est que la guérison ne peut pas être forcée ou précipitée. Elle exige que nous entrions dans le temps de l'autre, que nous acceptions sa peur sans la juger, que nous offrions notre présence sans exiger de résultats immédiats. Après les applaudissements, vint le moment que tous attendaient, la démonstration pratique. Un enclos spécial avait été préparé, visible de tous les spectateurs. Amélie s'y dirigea, vêtue simplement, sans aucun équipement d'équitation traditionnelle. Tonnerre fut amené à l'entrée de l'enclos par Henri, l'ancien contremaître hostile des écuries de Rousseau, désormais employé dévoué du centre. Le grand percheron noir avançait calmement, sans licol ni longe, suivant simplement le geste d'invitation d'Amélie. Un murmure admiratif parcourut l'assistance lorsque le cheval entra majestueusement dans l'espace ouvert. Sa transformation était saisissante pour ceux qui l'avaient connu dans son état précédent, de la bête terrifiée et agressive à cet animal noble et confiant. Ce qui suivit laissa les spectateurs sans voix. Sans aucun commandement verbal, sans aucune contrainte physique, Amélie et Tonnerre commencèrent une sorte de danse silencieuse. Le cheval répondait aux plus infimes mouvements de la jeune femme, s'éloignant puis revenant, tournant, s'arrêtant, s'agenouillant même brièvement, tout cela dans une harmonie parfaite qui semblait défier les principes traditionnels du dressage. Ce n'est pas du dressage, expliquait discrètement le professeur Moreau aux spécialistes ébahis. C'est une communication authentique, basée sur une confiance mutuelle absolue. Remarquez qu'elle ne récompense pas, ne punit pas, n'utilise aucun des outils habituels de conditionnement. Le moment culminant vint lorsqu'Amélie retira le dernier symbole de contrôle, un fin cordon coloré qu'elle avait passé autour du cou de Tonnerre au début de la démonstration. Le geste était profondément symbolique. Le cheval était désormais complètement libre de partir, de rester, de choisir. Sans hésitation, Tonnerre choisit de rester auprès d'elle. Des applaudissements spontanés éclatèrent, certains spectateurs essuyant discrètement des larmes. Cette démonstration dépassait le cadre d'une simple performance équestre. Elle touchait à quelque chose de plus profond, à un idéal de relation entre l'homme et l'animal que beaucoup avaient oublié. Après la cérémonie officielle, une célébration plus intime s'organisa pour les habitants de Saint-Rémy et les proches d'Amélie. Des tables avaient été disposées sous les vieux oliviers, chargées de mets provençaux préparés par les villageois. Des musiciens locaux s'étaient joints à quelques cousins romani d'Amélie venus spécialement pour l'occasion, créant une fusion unique de mélodies traditionnelles. Philippe Rousseau s'approcha timidement d'Amélie alors qu'elle servait du vin à quelques invités. « Ce que vous avez accompli ici, » dit-il avec une sincérité inhabituelle, « c'est extraordinaire. Mon grand-père aurait approuvé. Merci de m'avoir aidé à redécouvrir mes racines. » Henri, désormais responsable des soins quotidiens, guidait fièrement des visiteurs à travers les installations, expliquant les méthodes de récupération avec un enthousiasme qui contrastait radicalement avec son ancienne hostilité. « Vous voyez cette jument blanche ?» disait-il à un groupe fasciné. « Elle attaquait quiconque tentait de l'approcher il y a 6 mois. Maintenant, regardez comme elle est calme. C'est la méthode d'Amélie. Patience, respect, compréhension. » La nuit venue, quand la plupart des invités furent repartis, Amélie présenta formellement Isabelle comme cofondatrice du centre, un geste public de réconciliation qui émut profondément sa mère. Les lanternes colorées illuminaient doucement la propriété, créant des îlots de lumière chaude dans l'obscurité veloutée. Depuis leur box, les chevaux observaient paisiblement la fête, comme conscients de participer à ce moment important. Plus tard encore, quand seuls les plus proches restaient, Amélie s'éclipsa discrètement. C'est la Tonnerre avec une simple couverture. Elle s'élança vers les collines qui dominèrent la vallée. Sous le ciel étoilé de Provence, cavalières et montures s'arrêtèrent au sommet d'une crête offrant une vue imprenable sur le centre illuminé en contrebas. « Merci, Raya », murmura Amélie au cheval qui avait transformé sa vie, « pour m'avoir enseigné que même les plus brisés peuvent redevenir entiers. » Le grand percheron noir hennit doucement, comme en réponse, tandis que les lumières du centre brillaient au loin, comme des étoiles tombées sur terre.
Amélie savait que son voyage avec Tonnerre n'était que le début d'une vie consacrée à guérir des esprits brisés, tant et qu'humains, unissant l'ancien savoir de ses ancêtres à un avenir d'acceptation et de compréhension.